Il se rendait sur sa tombe depuis 2 ans, chaque semaine, le même jour, déposant les mêmes roses, jusqu'à ce qu'une jeune fille pieds nus surgisse de la pluie et prononce 5 mots qui bouleversèrent son monde. « Votre femme n'est pas morte, monsieur. » Il crut qu'elle mentait. Puis elle ouvrit la main, et ce qui se trouvait dans sa paume aurait dû être enterré à 2 mètres sous terre. Quelqu'un avait simulé sa mort. Quelqu'un lui avait volé des années. Et le responsable se tenait juste à côté de lui depuis le début. Mais voici ce que personne ne savait encore. Le corps dans cette tombe, ce n'était pas le sien. Salut les amis, bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Est-ce aux États-Unis, à Londres, peut-être au Canada, en Jamaïque, en Afrique du Sud ou ailleurs? Nous voulons le savoir. Et dites-nous ce que vous avez appris à la fin de cette vidéo. Il pleuvait depuis le matin. Pas le genre de pluie fine et agréable qui donne envie de s'installer près d'une fenêtre avec une tasse de thé fumante. Non. C'était une pluie battante et furieuse. Ce genre d'humidité qui vous imprègne avant même que vous n'ayez franchi le seuil de votre porte. Celle qui donne l'impression que le monde entier est en deuil. Et pour Jude Nelson, le monde entier était en deuil depuis 2 ans. Il était agenouillé dans la boue du cimetière privé. Son pantalon, importé, taillé sur mesure, d'une valeur supérieure au salaire mensuel de la plupart des gens, était complètement trempé. Son manteau noir lui collait aux épaules comme une seconde peau. Son chauffeur lui avait proposé de le protéger avec un parapluie, mais Jude l'avait repoussé sans un mot. Il ne voulait pas de parapluie. Il voulait la pluie. Car, les jours comme celui-ci, où le ciel pleurait avec lui, il ne se sentait pas tout à fait seul. Devant lui, surgissant de la terre humide comme un monument au pire moment de sa vie, se dressait une pierre tombale de marbre. Blanche, lisse, froide. Gravée de lettres payées avec de l'argent qui ne signifiait plus rien pour lui. Rebecca Roland Nelson. Épouse bien-aimée. Lumière bien-aimée. Partie trop tôt. Il avait choisi ces mots lui-même. Debout au même endroit, il y a 2 ans, entouré de centaines de personnes vêtues de noir, collègues, politiciens, partenaires commerciaux, caméras, fleurs, discours, alors qu'à l'intérieur de sa poitrine, ce qui battait autrefois comme un tambour s'était tu, dans un silence terrifiant. Il était l'homme le plus riche de la pièce ce jour-là. Et le plus brisé. La plupart de ces gens étaient désormais partis. Les appareils photos. Les discours. Les fleurs. Les condoléances ont cessé d'affluer après les 3 premiers mois, car le monde continue de tourner, même quand on est immobilisé. Mais Jude venait toujours ici. Chaque semaine. Avec des roses blanches. Parce que Rebecca adorait les roses blanches. Elle disait que les roses rouges étaient trop théâtrales. Le rouge, c'est pour ceux qui veulent se faire remarquer, disait-elle en riant. Le blanc, c'est pour ceux qui ont suffisamment confiance en eux pour se passer de bruit. Il déposa délicatement les fleurs fraîches contre la pierre. Et puis il est resté là, tout simplement. À genoux. À écouter la pluie. Il lui parlait mentalement, comme toujours. Il lui racontait sa semaine. La réunion du conseil d'administration qui avait failli tourner au fiasco. Elle aurait eu des opinions bien tranchées sur ce nouveau projet, probablement exprimées en le pointant du doigt avec sa fourchette par-dessus la table. Il a failli sourire. Presque. Le sourire ne s'épanouissait plus jamais complètement. Il effleurait ses lèvres, puis quelque chose le retenait. Comme un chien en laisse. Comme si son visage avait silencieusement décidé que les sourires francs appartenaient désormais à une autre vie. Une vie passée. Une vie qui s'est achevée la nuit où le yacht Roland a explosé au milieu de l'océan obscur, emportant avec lui la seule personne qui ait jamais fait sentir à Jude Nelson qu'il était un être humain. Il appuya sa paume à plat contre le marbre. La pierre était glacée. « Tu me manques toujours », murmura-t-il. Pas pour les caméras. Pas pour le chauffeur qui attend à 20 mètres de là. Juste pour elle. Rien que pour la pierre. Rien que pour la pluie. Chaque jour. Il ferma les yeux. Et c'est à ce moment-là qu'il entendit la voix. Douce. Jeune. Prudente. Presque engloutie par le bruit de la pluie qui tombe. Monsieur. Il n'a pas bougé tout de suite. Il pensait peut-être avoir rêvé. Il l'avait déjà fait, il avait entendu sa voix dans la foule, dans les couloirs, dans les interstices entre le sommeil et l'éveil. Mais elle revint. Monsieur, s'il vous plaît. Je dois te dire quelque chose. Jude ouvrit lentement les yeux. Il tourna la tête. Et derrière lui, à environ 3 mètres, se tenait une jeune fille. Elle avait 17 ou 18 ans,
Mais la vie avait marqué son visage, lui donnant un air plus âgé. Elle était pieds nus. Par une journée pluvieuse, dans un cimetière, pieds nus, les pieds noircis par la boue. Ses vêtements, propres mais usés jusqu'à la corde, avaient perdu leur couleur d'origine à force d'être lavés. Ses cheveux, légèrement attachés, laissaient apparaître un frisson qu'elle s'efforçait de dissimuler. Elle n'était personne. C'est ce que le cerveau de Jude a pensé pendant cette première seconde. Personne d'important. Personne ne l'a contacté. Sans doute quelqu'un qui avait vu sa voiture devant le cimetière et qui voulait de l'argent. C'est arrivé. Même ici. Il se retourna vers la pierre tombale. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dit-il doucement, parlez à mon chauffeur. Il va vous aider. Silence. Il s'attendait à entendre ses pas s'éloigner. Il n'entendit rien. Monsieur, répéta la jeune fille, et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Quelque chose qui fit serrer la mâchoire de Jude sans qu'il sache pourquoi. Je ne suis pas là pour l'argent. J'ai fait un long voyage pour vous trouver. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Jude expira lentement. Il ne se retourna pas. Il s'adressa plutôt à la pierre. Tu as 30 secondes. La pluie tomba entre eux. Et puis la jeune fille parla. En 5 mots simples, impossibles, dévastateurs, elle plongea sa main dans la poitrine de Jude Nelson, s'empara de la part de lui qui s'était tue 2 ans auparavant, et la tordit jusqu'à ce que son corps tout entier se glace. Votre femme n'est pas morte, monsieur. Le monde s'arrêta. Jude ne bougea plus. Il ne respirait plus. Il la ressentit, cette phrase, comme on ressent un accident de voiture. Cette fraction de seconde avant l'impact où le corps comprend que quelque chose de terrible se produit, mais où le cerveau peine encore à réagir. Il a cru avoir mal entendu. Il se retourna lentement. La jeune fille était toujours là. Toujours tremblante. Elle le fixait toujours de ses yeux qui paraissaient trop vieux pour son visage. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sa voix était dangereusement basse. Elle ne broncha pas. Votre femme. Elle n'est pas morte. Elle a simulé sa mort. La jeune fille déglutit une fois. Et je sais exactement où elle est. Pendant 3 secondes entières, Jude Nelson, l'homme qui avait conclu des contrats de plusieurs milliards de dollars sans ciller. L'homme qui avait affronté des salles de réunion remplies de gens cherchant à le détruire sans même transpirer, fixa simplement cette jeune fille pieds nus dans un silence complet et absolu. Et puis quelque chose a changé sur son visage. Pas de la tristesse. Pas de l'espoir. Quelque chose de plus froid que les deux. Qui vous a envoyé? Demanda-t-il. Personne. Pour qui travaillez-vous? Pour personne, monsieur. Je vous le promets. Je travaille dans un petit supermarché. Je vends du pain. Je suis venu ici parce que... Vous êtes venu ici, dit Jude en se relevant lentement de la boue, toute sa stature occupant soudain l'espace entre eux. Dans un cimetière privé, un jour où je me rends chaque semaine, pour me dire que ma femme décédée est vivante. Il prononça les 3 derniers mots avec une extrême précaution. Comme s'ils étaient de verre. Comme s'il craignait ce qui se produirait s'il les prononçait trop vite. Oui, dit la jeune fille. Et vous vous attendez à ce que je vous croie? Non, répondit-elle honnêtement. Je m'attendais à ce que vous me preniez pour une folle. Mais j'ai apporté quelque chose. Sa main se porta à sa poche. Jude la regarda. Lentement, avec précaution, les doigts tremblants de froid ou de peur, peut-être des deux, elle plongea la main à l'intérieur et en sortit quelque chose. Elle le brandit. Et le sang de Jude Nelson cessa de circuler dans ses veines. C'était un bracelet. Argenté. Délicat. Une fine chaîne ornée d'un pendentif ovale unique, gravé d'une petite fleur d'un côté et de 2 initiales de l'autre. J.R. Jude et Rebecca. Il lui avait offert ce bracelet le soir de sa demande en mariage. Sur un toit. Sous les étoiles. Les mains tremblantes, car pour la première fois de sa vie d'adulte, Jude Nelson avait été terrifié par quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent. Il connaissait chaque détail de ce bracelet. La petite éraflure sur le bord gauche du pendentif, souvenir de la nuit où elle s'était cognée le poignet contre une portière de voiture et en avait ri. Il savait que le fermoir avait été réparé une fois, car l'original était trop lâche. Il le savait comme il connaissait son propre nom. Il savait aussi, avec une certitude absolue, que ce bracelet avait été enterré. Avec elle. Dans ce cercueil. Sous cette terre. Ici même, dans ce cimetière, sous cette pierre de marbre, à ses pieds. Son regard glissa du bracelet au visage de la jeune fille. Où as-tu trouvé ça?
Sa voix n'était plus qu'un murmure. C'est elle qui me l'a donné, dit simplement la jeune fille. Il y a environ 3 semaines. Elle m'a dit de te retrouver. Elle m'a dit de te montrer ça si tu ne me croyais pas, dit-elle. La jeune fille marqua une pause, puis déglutit. Elle a dit que tu saurais que c'était réel. Elle a dit que tu te souviendrais de la griffure. La griffure. Cette égratignure dont elle n'avait jamais parlé à personne. Cette égratignure qui n'apparaissait sur aucune photo, jamais mentionnée dans aucun article, jamais consignée nulle part au monde, si ce n'est dans la mémoire intime de 2 personnes qui, sur un toit, sous les étoiles, se tenaient la main, tremblantes, et se murmuraient des promesses. La main de Jude bougea avant même qu'il ait décidé de l'attendre. Ses doigts se refermèrent sur le bracelet. Du métal froid. Un poids réel. Une vraie égratignure, exactement là où elle avait toujours été. Il resta là, la tenant. Et quelque chose se passa dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne put décrire. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas du soulagement. C'était plutôt comme se tenir dans une pièce que l'on croyait vide et réaliser soudain que les murs respiraient depuis tout ce temps. Car si ce bracelet était réel, si cette fille disait la vérité, si Rebecca était vivante, quelque part, cachée, respirant, avec son visage, sa voix et son rire qu'il entendait encore en dormant. Alors, qu'y avait-il donc enfoui sous ses pieds? Auprès de quel corps s'était-il agenouillé pendant 2 ans? Sur la tombe de qui avait-il déposé des roses blanches, semaine après semaine, parlant à une pierre sous la pluie? Il baissa les yeux vers la pierre tombale. Et pour la première fois depuis le jour où ils avaient descendu ce cercueil dans la terre, Jude Nelson sentit quelque chose se briser en lui. Non pas la douleur sourde et familière du chagrin, devenue aussi naturelle que respirée. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de tranchant. Quelque chose qui ressemblait de façon terrifiante au début d'une vérité si énorme qu'elle pourrait détruire tout ce qu'il croyait savoir de sa propre vie. Il se retourna vers la jeune fille. « Dis-moi tout, » dit-il. Mais avant qu'elle n'ait pu ajouter un mot. Le téléphone de Jude sonna. Il n'avait pas envie de répondre. Tout son corps lui criait de l'ignorer, de garder les yeux rivés sur cette fille, de s'accrocher à cet instant impossible avant que le monde ne le rattrape. Mais il jeta un coup d'œil à l'écran. Et son visage se transforma. C'était le chef de son équipe de sécurité. Il répondit, « Monsieur. » La voix à l'autre bout du fil était tendue. Maîtrisée. La voix d'un homme qui s'efforçait de rester professionnel tout en annonçant une nouvelle qui ne l'était absolument pas. « Nous avons besoin de vous à la maison immédiatement. Nous avons eu un problème. » Quel problème? Un silence. Monsieur, quelqu'un s'est introduit par effraction dans la salle d'archives privée de Madame Nelson ce soir. La pièce avec ses documents personnels, ses dossiers de recherche, sa correspondance privée. Un autre silence. Plus court cette fois. Tout a disparu. Absolument tout. Toute sa vie, monsieur, tout ce qu'elle gardait privé, tout a été emporté. Jude fixait le vide, le regard droit devant lui. Quand? Demanda-t-il d'une voix calme. Nous pensons que cela s'est produit au cours des 2 dernières heures, monsieur. Pendant que tu étais au cimetière. Pendant qu'il était au cimetière. Pendant qu'il était agenouillé dans la boue à parler à une pierre. Tandis que la jeune fille, pieds nus, marchait sous la pluie pour le retrouver, il serra plus fort le bracelet dans son poing. Il la regarda de nouveau. Elle le fixait de ses 2 vieux yeux. Et à cet instant précis, debout dans un cimetière pluvieux, un bracelet de femme morte à la main et le nom d'un fantôme résonnant dans sa tête, Jude Nelson comprit 2 choses avec une clarté absolue. Premièrement, quelque chose d'énorme venait de commencer. Et deuxièmement, rien, absolument rien de ce qu'il croyait savoir, n'allait y survivre. Pour vraiment comprendre comment le bracelet s'est retrouvé entre les mains de cette fille, il faut remonter le temps. Il faut remonter au début. À la femme qui le portait. À l'histoire d'amour que le monde entier a suivie et enviée. Et à la nuit où cette histoire d'amour était censée prendre fin. Il existe un type d'homme particulier qui bâtit un empire dès son plus jeune âge. Celui qui se lève avant l'aube non pas parce qu'on le lui a ordonné, mais parce que dormir lui semble une forme de soumission. Celui qui lit les contrats comme d'autres lisent des romans. Il recherchait avec une soif insatiable le moment où tout bascule. Jude Nelson était de cette trempe. À 32 ans, son nom figurait déjà sur des immeubles. À 35 ans, il siégeait dans des conseils d'administration sur 3 continents. À 38 ans, il était de ces personnes fortunées dont la richesse cesse d'être vécue comme une évidence et devient une composante naturelle de son environnement. Invisible, constante, elle fait partie intégrante de son quotidien.
Et il était complètement seul. Pas seul au sens pathétique du terme. Il était toujours entouré de gens. Assistants, conseillers, agents de sécurité, partenaires, collègues riaient à ses blagues, partageaient ses opinions et le complimentaient sur son intelligence. Sa vie sociale était un véritable rempart, faite d'invitations judicieuses, d'événements incontournables et de rencontres privilégiées. Mais être entouré, c'est être connu. Et Jude était passé maître dans l'art de dissimuler son identité. Il avait une théorie, patiemment élaborée au fil des ans, confortée par suffisamment de trahison pour lui conférer des allures de vérité absolue. Ceux qui parviennent à en percevoir la réalité finissent par tenter de l'exploiter. Il a donc maintenu tout le monde à une distance confortable. Professionnel. Efficace. Impénétrable. Jusqu'à ce soir où une femme entra dans une de ses soirées d'entreprise, prit un verre d'eau gazeuse, le regarda droit dans les yeux à travers la foule et dit « Vous avez l'air de vous ennuyer. » Il avait cligné des yeux. Non pas parce que l'observation était fausse. Elle était parfaitement, honteusement, juste. Il s'ennuyait. Cela faisait 4 ou 5 minutes qu'il s'ennuyait et il le dissimulait derrière un demi-sourire forcé, apparemment moins travaillé qu'il ne le pensait. « Ça va, dit-il. Tu regardes ta montre toutes les 3 minutes, dit-elle d'un ton aimable. La dernière fois que tu l'as fait, tu as soupiré. Tu pensais que personne ne l'avait remarqué. Je l'ai remarqué. Il la fixait du regard. Elle le fixa en retour. Elle n'était pas la plus belle femme de la pièce, au sens classique du terme. Certaines femmes présentes ce soir-là avaient consacré plus de temps à leur apparence que d'autres à la préparation d'une présentation commerciale. Mais il y avait quelque chose de particulier dans sa façon de se tenir. Comme si elle avait compris depuis longtemps qu'elle était parfaitement suffisante et qu'elle s'y était toujours sentie bien. « Rebecca Rowland », dit-elle en lui tendant la main, sans attendre qu'il le lui demande. « Jude Nelson », dit-il. « Je sais qui vous êtes. » Elle sourit. « Je n'étais pas sûre que ça vaille la peine de te parler. » Son soupir d'ennui m'a convaincu. Il a ri. À voix haute. Vraiment. Sans l'avoir prémédité. Et ce bruit les surprit tous les deux. Elle était journaliste. Ce fut la première chose qui déclencha simultanément toutes les alarmes de la forteresse soigneusement construite par Jude. Une journaliste. De toutes les personnes présentes dans le monde, il fallait que ce soit quelqu'un dont le métier était de découvrir des choses. Mais Rebecca ne s'intéressait pas à son travail. C'est lui qui l'intéressait. Pas l'empire. Ni les immeubles, ni les contrats, ni la fortune dont les magazines financiers aiment tant débattre. Lui. Ses opinions. Ses peurs. Ce qui le tenait éveillé la nuit et qui n'avait rien à voir avec l'argent. Les choses qu'il avait lues récemment et qui l'inspiraient des polémiques. Les choses qu'il craignait secrètement d'être fausses. Elle posait des questions que personne ne lui avait posées. Et elle contestait ses réponses d'une manière qui l'incitait à réfléchir davantage plutôt qu'à hausser le ton. Il l'a appelée 3 jours après l'événement. Elle l'a fait attendre une semaine entière avant de le rappeler. « J'étais occupée », a-t-elle dit, sans la moindre excuse. Cela faisait des années qu'il n'avait jamais eu à attendre quoi que ce soit. À son grand étonnement, il la trouva absolument irrésistible. Ils étaient opposés sur l'essentiel et identiques sur ce qui comptait vraiment. Il était fermé. Elle était ouverte. Il avait tout planifié. Elle a fait confiance à l'instant présent. Il dépensait son argent comme s'il s'agissait d'une langue. Elle le dépensait comme s'il s'agissait simplement d'argent. Mais ils étaient tous deux têtus. Tous deux curieux. Tous deux totalement incapables de feindre l'intérêt pour quelque chose qui ne les intéressait pas. Tous deux plus loyaux qu'ils ne l'avoueraient jamais. Tous deux secrètement convaincus, au plus profond d'eux-mêmes, que le monde pouvait être meilleur, et farouchement déterminés à œuvrer en ce sens. Ils se disputaient souvent, pour des broutilles. À propos de grandes choses. À propos d'idées. À propos de décisions. À propos de la meilleure façon de cuisiner, sujet de leurs disputes les plus passionnées, sur lequel aucun des deux n'aurait jamais admis avoir tort. Mais il y avait dans ces querelles quelque chose de vital, de naturel, de nécessaire, de vivant. Il avait connu des femmes qui approuvaient tout ce qu'il disait. Il n'avait compris qu'avec Rebecca à quel point cette situation était étouffante. Elle lui donnait l'impression que sa véritable nature avait enfin trouvé un endroit où elle pouvait exister. Lorsqu'il la demanda en mariage, debout sur un toit, un bracelet à la main tremblante et sans aucun discours préparé car toutes les versions qu'il avait répétées sonnaient faux, il ne dit que ceci. « Tu es la seule personne qui m'ait jamais fait me sentir en sécurité en étant connue. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à être sur mes gardes avec quelqu'un qui ne me voit pas vraiment. Avec toi, je veux être insouciante.
J'ai envie de dire une bêtise et de te provoquer en pleine dispute. Je veux que tu te souviennes de moi jusqu'à la fin de mes jours. Elle l'avait longuement regardé. Et puis elle a dit. Tu aurais pu simplement dire que tu m'aimes. Je t'aime, a-t-il répondu aussitôt. Je sais. Elle sourit. Moi aussi je t'aime. Mais le bracelet. Le mariage fut fastueux, car le monde l'exigeait, et la lune de miel resta privée, car il le souhaitait. La vie qu'ils avaient construite ensemble était, à tous égards, un conte de fées. Un foyer empli de conversations authentiques. Un mariage empreint d'une véritable intimité. Un partenariat fondé sur l'idée radicale et magnifique que deux personnes puissent se connaître pleinement, honnêtement, avec toutes les difficultés, et se choisir malgré tout. Les gens les observaient et nourrissaient de l'espoir. C'est le mot qu'avait employé son assistant. Plein d'espoir. Si Jude Nelson, un homme réputé pour sa méfiance, avait pu trouver cela, alors peut-être que le reste du monde le pourrait aussi. Mais le monde ignore tout de ce qui se passe dans une maison. Il ignore tout des conversations qui ont lieu à 2 heures du matin, quand quelqu'un est assis à la table de la cuisine, le regard inquiet, une tasse de thé refroidie à la main. Il ignore tout du fardeau que certaines personnes portent en silence, si bien que même ceux qui les aiment le plus ne réalisent, que trop tard, que ce silence était un avertissement. C'était un mardi soir. Rebecca était rentrée du travail plus silencieuse que d'habitude. Jude l'avait remarqué, il le remarquait toujours chez elle, mais elle avait dit qu'elle était simplement fatiguée, et il l'avait cru, parce que parfois elle l'était, parce qu'elle était humaine, parce que le monde est agité et épuisant et que chaque soirée tranquille n'est pas forcément synonyme de catastrophe imminente. Il avait préparé le dîner. Elle en avait mangé la moitié et avait fait tourner le reste dans son assiette. Il avait demandé 2 fois. Elle avait dit 2 fois qu'elle allait bien. Et plus tard, bien plus tard, lorsqu'il repassait en revue cette soirée, dans l'obscurité de 3 heures du matin, avec la cruauté particulière que le chagrin fait ressurgir, il regrettait de tout son cœur de ne pas lui avoir posé la question une 3e fois. De ne pas s'être assis en face d'elle, d'avoir pris ses mains et d'avoir dit « Je ne te demande pas si tu vas bien. Je ne pose pas de questions. Je demande ce qui ne va pas par les moi. » Mais non. Il avait fait la vaisselle. Elle était allée se coucher tôt. 2 jours plus tard, elle l'embrassa sur le pas de la porte, lui annonça qu'elle allait passer le week-end sur le yacht avec une amie et qu'elle l'appellerait tous les soirs. Mais elle ne l'appela jamais. Les gardes-côtes retrouvèrent l'épave un dimanche matin. Débris flottants. Un gilet de sauvetage. Des fragments de coque. Des fragments de vie, éparpillés sur l'eau sombre. Ils ont cherché pendant 4 jours. Ils n'ont trouvé personne. Le rapport officiel indiquait incendie d'origine inconnue, possible rupture de conduite de carburant, aucun survivant. Jude lut ces mots, seul dans la pièce où Rebecca écrivait autrefois. Il les lut attentivement, comme on lit les contrats, cherchant le passage où tout basculait. Je cherchais le détail qui donnerait un sens à tout cela. Il n'y avait aucun détail. Il n'y avait que l'absence. L'absence physique immense, criante, d'une personne qui, sans jamais l'annoncer, était devenue le principe organisateur de tout. Chaque matin, chaque repas, chaque dispute, chaque silence, chaque nuit blanche, chaque projet d'avenir. Disparu. Et l'océan ne lui avait même pas donné de cercueil à enterrer. Il avait enterré un cercueil vide. Il s'était tenu dans un cimetière et avait prononcé un éloge funèbre pour une boîte vide. Et puis il était revenu, semaine après semaine, déposant des roses blanches sur le marbre, parlant à la pluie. Pendant 2 ans. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce qu'une jeune fille pieds nus, aux yeux marqués par le temps, fouille dans sa poche et en sorte le bracelet. À présent, il se tenait dans ce même cimetière, son chauffeur attendant près de la voiture, la pluie toujours battante, son téléphone encore chaud dans sa main après l'appel qui lui annonçait que tous les papiers de Rebecca venaient d'être volés. Jude regarda la jeune fille nommée Sophia. « On est loin ?» demanda-t-il. Sa voix avait changé. Plus fort. Plus bas. La voix qu'il utilisait lorsqu'il avait déjà pris une décision et qu'il se contentait de recueillir des informations avant d'agir. 4 heures de route, dit Sophia. Peut-être 5 avec cette pluie. Tu as dit qu'elle t'avait demandé de me retrouver. Oui. Quand? Il y a 3 semaines. Sophia hésita. Elle m'a fait promettre de venir te voir si jamais je ne la voyais plus au marché. Elle a dit que si elle disparaissait sans prévenir, c'est qu'on l'avait retrouvée. Elle m'a dit de te trouver immédiatement. Elle le regarda attentivement. Elle a cessé de venir au marché il y a 10 jours, monsieur. Je vous cherche depuis. Ça a pris tout ce temps aussi.
Monte dans la voiture, dit Jude. Sophia cligna des yeux. Pardon. La voiture. Montez. Il était déjà parti à pied. Nous partons maintenant. Monsieur, il est tard. Il pleut. J'ai attendu 2 ans. Sa voix n'a pas élevé. Il n'en avait pas besoin. Il y avait là quelque chose de plus calme et de plus définitif que des cris. Je n'attendrai pas 1 heure de plus. Sophia resta immobile 1 seconde de plus. Elle ramassa alors son petit sac sur le sol boueux, le glissa sous son bras et suivit Jude Nelson sous la pluie jusqu'à la voiture. Derrière eux, les roses blanches se courbaient lentement sous le vent. Contre la pierre de marbre. Contre le nom. Rebecca Roland Nelson. Comme si la tombe elle-même pressentait déjà le changement imminent. La voiture traversait la ville en silence. Jude, assis à l'arrière, le bracelet serré dans son poing, fixait les rues voilées par la pluie, tandis que Sophia, assise en face de lui, restait immobile, très attentive, l'observant comme de petits animaux observent de grands animaux imprévisibles, non pas par peur à proprement parler, mais par vigilance. Son chauffeur n'avait posé aucune question. Un homme bien. L'esprit de Jude s'emballait. Plus vite que la voiture. Plus vite que la pluie. Il repassait en revue 2 années de faits à une vitesse qui commençait à lui donner mal à la tête. Rebecca était vivante. C'était la phrase à laquelle son cerveau ne cessait de revenir, comme un doigt qui appuie sans cesse sur le même bleu. Rebecca était vivante. Elle avait simulé sa mort. Elle avait mis en scène l'explosion d'un yacht. Elle avait fabriqué un faux certificat de décès, un faux corps, une fausse tombe, et elle l'avait laissé faire son deuil. Pendant 2 ans. Semaine après semaine, des roses blanches, de la pluie, une pierre de marbre, un cercueil vide. Elle l'avait laissé faire tout ça. Et elle était restée vivante tout ce temps. Une partie de lui, celle qui s'était brisée au cimetière, voulait s'effondrer. Il voulait se garer et simplement supporter le poids de la voiture jusqu'à ce qu'il cesse de l'écraser. Mais il y avait une autre facette de Jude. La plus ancienne. Celle qui avait survécu à tout avant Rebecca, celle qu'elle avait jadis affectueusement surnommée, l'armure qu'on oublie porter. Et cette facette-là commençait déjà à se poser d'autres questions. Non pas pourquoi elle m'a quitté, mais de quoi fuyait-elle. Non pas comment elle a pu faire ça. Mais de quoi avait-elle si peur pour que cela lui paraisse la seule solution? Car Rebecca Roland Nelson n'était pas une lâche. C'était la femme qui était entrée dans une pièce bondée, avait regardé l'homme le plus puissant présent et lui avait dit, sans détour, qu'il avait l'air de s'ennuyer. C'était la femme qui s'était disputée avec des ministres, avait publié des enquêtes qui avaient profondément mis mal à l'aise des personnes dangereuses, et qui, un jour, lors d'un dîner officiel, avait déclaré à l'ensemble du conseil d'administration de Jude qu'il prenait une décision désastreuse. Et s'était lancé dans une explication détaillée pendant 27 minutes sans interruption, jusqu'à ce que 3 d'entre eux changent d'avis. Elle n'a pas fui. À moins que quelque chose n'ait rendu la fuite la seule option raisonnable. Je n'ai pas simulé ma mort pour te faire du mal, avait dit la jeune fille, citant Rebecca. Je l'ai fait pour te sauver. Il se tourna vers Sophia. Dis-moi exactement ce qu'elle t'a dit, dit-il. Tout. Recommencer par le début. Sophia prit une profonde inspiration. Et elle commença à parler. Elle dit que la femme était venue au marché pour la première fois il y a environ 18 mois. Silence. Calme. Prudent. Porte toujours des lunettes de soleil, même par temps nuageux. Toujours payé en espèces. Toujours acheter les mêmes choses, du pain, des légumes, parfois un petit sac de riz. Jamais rester longtemps. Elles n'ont jamais échangé un mot. Sophia l'avait d'abord remarqué à cause de ses lunettes de soleil, puis à cause de sa façon de se déplacer. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui était toujours à l'affût du moindre bruit, dit Sophia d'une voix posée et précise. Comme si chaque son la faisait lever les yeux. Comme si elle était toujours prête à bondir. J'ai déjà vu ça, des gens qui ont peur. Mais elle, c'était différent. Parce qu'elle s'efforçait aussi de ne pas avoir l'air d'avoir peur. Comme si de rien n'était. Vous a-t-elle déjà parlé? Pas pendant les premiers mois. Elle achetait des choses et partait. Mais un jour, Sophia s'arrêta, regardant ses mains. Un jour, il y avait un petit garçon devant le marché. Il était tombé et s'était fait mal au genou. Il pleurait à chaudes larmes, et tout le monde passait. Et elle, tout simplement, s'est arrêtée. Elle s'est agenouillée là, sur la route, cette femme qui ne parlait jamais à personne, et elle a essuyé le genou du garçon avec le bord d'une écharpe et lui a parlé doucement jusqu'à ce qu'il cesse de pleurer. Jude ne dit rien. Mais quelque chose changea sur son visage. Car c'était Rebecca. C'était tout à fait Rebecca, exactement,
Précisément, complètement. Après cela, poursuivit Sophia, elle a commencé à me parler un peu. Juste des petites choses au début. La météo. La fraîcheur des tomates. Mais peu à peu, de plus en plus. Elle lui jeta un coup d'œil. Elle ne m'a jamais dit son nom. Je ne lui ai pas demandé. D'où je viens, si quelqu'un ne te donne pas son nom, tu ne le lui demandes pas. Tu lui laisses simplement de l'espace. Mais elle a fini par te faire confiance. Je crois qu'elle se sentait seule, dit Sophia d'une voix douce. Je crois qu'elle était seule depuis très longtemps et qu'elle en avait assez. Et moi, j'étais juste. Elle haussa les épaules, la fille de la boulangerie. Pas dangereuse. Sans lien avec personne. En sécurité. Jude regarda par la fenêtre la route mouillée qui disparaissait sous les phares. Tu as dit qu'elle avait l'air terrifiée quand quelqu'un a prononcé mon nom. Oui. Sophia l'a dit immédiatement, sans hésiter. Un jour, un client au marché parlait d'une nouvelle information, quelque chose à propos de l'ouverture d'un nouveau bâtiment par votre entreprise. La cliente a mentionné votre nom. Elle se tenait à environ 2 mètres de moi. J'ai observé son visage. Sophia marqua une pause. Monsieur, ce n'était pas le regard de quelqu'un qui est cette personne. C'était le regard de quelqu'un qui a peur pour elle. Il y a une différence. Je connais la différence. Jude se tourna pour la regarder droit dans les yeux. Quel âge as-tu? 19 ans. Et tu sais faire la différence entre avoir peur d'une personne et avoir peur pour elle. J'ai eu des raisons de l'apprendre, dit simplement Sophia. Il la fixa un instant de plus qu'il ne l'aurait souhaité. Puis il reporta son attention sur la route. Et quoi d'autre? Demanda-t-il. Il y a environ 3 semaines, elle est venue au marché et elle avait changé. Elle semblait plus effrayée que d'habitude. Ses mains tremblaient quand elle m'a donné l'argent. Elle n'a presque rien acheté, juste du pain. Et en partant, elle s'est retournée et m'a donné le bracelet, a-t-elle dit. La voix de Sophia baissa légèrement. Elle dit, si quelque chose m'arrive. Si j'arrête de venir sans dire au revoir avant. Retrouvez cet homme. Montrez-lui ceci. Il saura que c'est authentique. Elle t'a décrite. Elle m'a dit où te chercher. Elle a dit que tu venais au cimetière toutes les semaines. Un silence. Elle connaissait le jour précis. L'heure précise. Bien sûr que oui. Parce qu'elle le connaissait. Elle l'avait toujours connu. Et puis, dit Sophia, elle est simplement partie. Comme si elle ne m'avait pas remis quelque chose d'énorme. Comme si ce n'était rien. Elle baissa de nouveau les yeux sur ses mains. Elle avait cessé de venir il y a 10 jours. Pas d'adieu. Sans prévenir. Disparu, tout simplement. La voiture resta silencieuse un instant. La pluie sur le toit. Le moteur. La route. Puis Jude dit, très doucement. Elle est toujours là, n'est-ce pas? À la maison. Sophia leva les yeux. Je le crois. Mais monsieur, hésita-t-elle. Dites-le. Quand elle m'a donné le bracelet, dit Sophia avec précaution, elle a aussi dit autre chose. Quelque chose qu'elle a murmuré presque pour elle-même, comme si elle avait oublié que je l'écoutais. Elle a croisé son regard. Elle a dit, j'espère qu'il arrivera avant eux. La phrase a résonné dans la voiture comme une pierre jetée dans l'eau calme. Avant eux. Jude serra les mâchoires. Il regarda son chauffeur dans le rétroviseur. Plus vite, dit-il. Le conducteur appuya sur l'accélérateur sans un mot. Et la voiture s'élança sur la route sombre et détrempée, ses phares fendant la pluie comme 2 petites flammes désespérées tentant d'échapper à une obscurité qui s'étendait lentement, invisiblement, depuis des années. Et qui, enfin, se mettait en marche. Ce que Jude Nelson ignorait encore, ce que personne dans cette voiture ne pouvait savoir, c'est qu'à ce moment précis, sur une route menant à une petite maison à la périphérie d'une ville tranquille, une voiture noire, phares éteints, roulait elle aussi. Plus vite. Et elle avait une longueur d'avance. Car des heures, c'est long pour se confronter à la vérité. Ou à ce qui pourrait être la vérité. Ou ce que vous désirez ardemment, avec une peur terrible, être la vérité, même si chaque partie rationnelle de votre cerveau érige un mur contre elle, brique par brique, avec précaution, car vous avez déjà été brisé, complètement, absolument brisé, et vous n'êtes pas tout à fait certain de pouvoir survivre à une seconde blessure de la même manière. Jude Nelson avait bâti toute sa vie d'adulte sur le principe de ne pas espérer ce qu'il ne pouvait vérifier. L'espoir, selon son expérience, était une porte restée ouverte dans une maison remplie d'objets de valeur. Finalement, quelqu'un y est passé. Finalement, quelque chose a été volé. Alors il a cessé d'espérer.
Il avait cessé d'espérer que les membres du conseil d'administration agissent correctement sans y être contraints. Il avait cessé d'espérer que les gens soient honnêtes sans incitation. Il avait cessé d'espérer que le monde se montre bienveillant sans qu'on le lui demande clairement, fermement et parfois même par voie légale. Il y avait excellé. Et puis Rebecca était entrée dans une pièce bondée et avait anéanti tout son système en 4 minutes chrono. Elle lui avait redonné espoir. Et puis l'océan l'avait emporté. Et il avait cessé d'espérer. À présent, il était assis à l'arrière d'une voiture, à 4 heures d'une petite maison, le bracelet d'une femme morte serré dans son poing, espérant de tout son être que la jeune fille assise en face de lui disait la vérité, et simultanément, désespérément, essayant de ne pas y croire. Car si c'était vrai, elle était vivante. Et si elle était vivante, alors quelqu'un avait fait en sorte qu'elle ne le soit pas. Et si quelqu'un avait fait cela, alors une personne très proche de lui était capable de choses qui le glaçaient d'effroi rien qu'à y penser. Il regarda par la fenêtre. La ville avait disparu derrière eux depuis longtemps. Ils étaient maintenant en pleine nuit, la route plus étroite, la pluie plus fine mais toujours continue, les phares éclairant brièvement des arbres et des étals de bord de route fermés pour la nuit, et de temps à autre, une paire d'yeux d'animaux brillant vivement à la lisière de l'obscurité. Sophia s'était endormie. Il ne s'en était pas aperçu. Un instant auparavant, elle l'observait attentivement, alerte et précise. Puis, au bout d'une heure environ, l'épuisement l'emporta. Sa tête s'appuya contre la vitre, sa respiration changea, et elle dormait désormais comme on dort quand le corps, à bout de force, finit par céder au premier répit. Ce n'était qu'une enfant. Il y revenait sans cesse. C'était une jeune fille de 19 ans qui travaillait dans une boulangerie sur un marché. Qui, pour des raisons à la fois courageuses et téméraires, avait pris un bracelet à une femme apeurée, avait voyagé pendant des heures pour retrouver un milliardaire qu'elle n'avait jamais rencontré, était entrée dans un cimetière privé sous la pluie. Et lui avait raconté la chose la plus incroyable qu'il ait jamais entendue. Pas pour l'argent. Pas pour la gloire. Simplement parce que la femme apeurée le lui avait demandé. Simplement parce que quelqu'un avait été gentil avec elle et qu'elle avait décidé de l'être en retour. Jude contempla longuement son visage endormi. Il pensa à Rebecca. Il repensa au petit garçon aux genoux écorchés. À la femme qui n'avait jamais pu croiser quelqu'un qui souffrait sans s'arrêter. Il jeta un dernier regard à la route sombre. J'espère qu'il arrivera avant eux. Le bracelet tourna lentement entre ses doigts. Au bout de 3 heures environ, son téléphone s'alluma. Un message de son chef de la sécurité, un certain Daniel Hawke, ancien militaire, 14 ans au service de Jude, l'homme le plus imperturbable que Jude ait jamais employé et donc l'un des rares en qui il avait une confiance absolue. Le message était bref. Monsieur. Le cambriolage de la salle des archives n'était pas un acte fortuit. L'auteur connaissait les codes de sécurité. Quelqu'un à l'intérieur lui a donné accès. Je suis en train de parcourir la liste. Ne dis à personne où tu vas ce soir. Jude l'a lu 2 fois. Il a ensuite tapé 3 mots en retour. Je sais. Continue. Il posa le téléphone face contre son genou. La voiture avançait dans l'obscurité. Quelqu'un était à l'intérieur. Quelqu'un qui connaissait les codes. Quelqu'un qui était entré dans la pièce privée où Rebecca conservait ses dossiers, ses recherches, sa correspondance, ses enquêtes privées, et qui avait tout emporté. Et cette personne avait agi ce soir-là. À l'heure précise où Jude se trouvait au cimetière, une jeune fille arriva pour lui annoncer que sa femme était vivante. Ce n'était pas un hasard. C'était de la coordination. Quelqu'un savait que la fille allait arriver. Ou bien quelqu'un surveillait le cimetière et l'a vue arriver. Ou alors quelqu'un savait que ce soir-là, tout allait éclater au grand jour. Et cette personne avait agi pour détruire les preuves avant que Jude ne puisse y accéder. Ce qui signifiait qu'elle craignait le contenu de ses dossiers. Ce qui signifiait que Rebecca avait eu raison de les cacher. Ce qui signifiait que, quoi qu'elle ait découvert 2 ans auparavant, quel que soit le secret suffisamment lourd et dangereux pour qu'une femme simule sa propre mort et disparaisse de la seule vie qu'elle connaissait, il était toujours actif. Toujours dangereux. Elle était encore bien vivante. Et quelqu'un était toujours déterminé à la garder enfouie. Jude ferma les yeux. Il resta assis dans l'obscurité, les yeux fermés, et se laissa envahir par cette sensation. Un instant seulement, un bref instant de maîtrise, il ressentit pleinement le poids de ce qui pesait sur lui. Sa femme. Vivant. Chez lui. Compromis. Son monde, qu'il avait passé 2 ans à reconstruire patiemment, méthodiquement, sur les décombres du chagrin, reposait toujours sur un sol pourri. Il ouvrit les yeux. Il déconstruisit ce sentiment et le replia sur lui-même,
comme il le faisait avec les émotions difficiles depuis son enfance, lorsqu'il ne pouvait compter que sur sa propre raison. Plus tard. Il s'effondrerait plus tard, si cela était encore nécessaire. À cet instant précis, il y avait une route, une maison à 4 heures de là, et une femme qui, terrifiée, se cachait seule. Et il arrivait. La pluie cessa aux alentours de la 4e heure. La route avait changé, plus étroite, plus accidentée, le genre de route où les véhicules de moins de 5 en avaient rien à faire. Mais son chauffeur la négociait sans broncher, la grosse voiture absorbant les irrégularités du terrain avec une efficacité silencieuse et coûteuse. Sophia s'était réveillée à une vingtaine de minutes de la ville. Elle cligna des yeux à 2 reprises, observa les alentours, puis se redressa aussitôt, comme gênée par le sommeil, bien que Jude remarqua qu'elle ne s'était pas excusée. Il respecta cela. On y est presque, dit-elle en regardant l'obscurité par la fenêtre. Encore 10 minutes peut-être. Parle-moi de la maison, dit Jude. Elle est petite. Un seul étage. À la périphérie de la ville, près d'un champ. Il y a peut-être 3 ou 4 maisons à proximité, mais pas tout près. Elle aime le calme. Sophia marqua une pause, regardant ses mains. C'est une maison simple. Pure intérieurement, je crois. Elle a toujours semblé être une femme qui gardait les choses propres même quand tout le reste était difficile. Jude ne dit rien. Mais il pensait, oui. Elle le ferait. A-t-elle déjà mentionné quoi que ce soit à propos des personnes qui la recherchent? Pas directement. Sophia fronça les sourcils, réfléchissant attentivement. Elle a dit un jour quelque chose comme « Ils ont de longs bras ». C'est tout. Juste, ils ont de longs bras. C'est pour ça que je dois rester petite. Elle le regarda. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait à l'époque. Je commence à comprendre. Ils avaient de longs bras. Ce qui signifie qu'ils avaient une grande portée. Ce qui signifie qu'ils avaient des ressources. Ce qui signifie que, où qu'elle aille, quel que soit le nom qu'elle utilise, aussi petite et invisible qu'elle se fasse, ils étaient assez patients et assez puissants pour finir par trouver le fil et tirer dessus. Et maintenant, ils y étaient parvenus. On y est presque, pensa Jude. On y est presque, Rebecca. Tiens bon. La ville apparut d'abord par quelques lumières éparses à travers le pare-brise, des vitres d'un jaune chaud, la lueur d'une station-service au loin, les silhouettes sombres des bâtiments se détachant lentement de l'obscurité tandis que la voiture avançait sur la route principale. C'était une ville tranquille. Le genre de ville qui s'endort après 21 heures et qui ne s'en excuse pas. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît, mais où chacun sait aussi se mêler de ses affaires, c'est-à-dire la plupart du temps. Le genre de ville où une femme discrète, lunettes de soleil sur le nez, pourrait devenir suffisamment familière pour que l'on cesse de la regarder avec curiosité, sans pour autant susciter de questions indiscrètes. L'endroit idéal pour se fondre dans la masse. Rebecca avait toujours été futée. Tournez à gauche ici, dit Sophia au chauffeur. Puis tout droit pendant environ 2 minutes, et ensuite à gauche au niveau du grand arbre. La voiture a tourné. La route s'est transformée en chemin. Le chemin s'est transformé en sentier de terre. Les bâtiments s'estompaient, les lumières aussi, et ils se trouvaient maintenant à la lisière de la ville, cette lisière sombre et vivante où les maisons laissaient place aux champs et où le ciel réapparaissait, blanc et noir d'encre, parsemé d'étoiles. Là, dit Sophia en montrant du doigt. Jude regarda. Il y avait une petite maison. De plain-pied, avec de petites fenêtres et un portail en bois bas au début d'un petit chemin. Une lumière filtrait à une fenêtre, une unique lueur chaude, comme une bougie laissée allumée pour quelqu'un dont on attendait le retour. Le reste de la maison était plongé dans l'obscurité. Le champ derrière était sombre. La maison la plus proche était assez loin à pied. Petite. Calme. Cachée. La voiture s'arrêta. Jude ne bougea pas immédiatement. Il resta assis un long moment, fixant la petite fenêtre éclairée. Sa main serrait si fort le bracelet que le métal avait laissé une marque sur sa paume. Il ne s'en aperçut pas. Il repensait à leurs derniers mots. Il était au téléphone quand elle l'avait embrassé sur le pas de la porte. Il avait levé un doigt, un instant, le temps de conclure la conversation, et elle avait souri, attendant. Puis il s'était tourné vers elle, l'avait embrassée tendrement et avait dit. Qu'avait-il dit? Il essaya de s'en souvenir. Il avait dit quelque chose de simple. Quelque chose d'ordinaire. C'était comme laisser une porte ouverte à la prochaine conversation, le lendemain matin, le prochain mardi ordinaire de leur vie extraordinairement ordinaire ensemble. Il avait dit quelque chose comme « Je t'appelle ce soir ». Ou encore « Ne reste pas trop tard sur l'eau ».
Ou encore « Je t'aime, fais attention ». Il ne s'en souvenait plus exactement. Et ce manque de repères l'avait rongé pendant plus de 2 ans. Que leur dernière véritable phrase ait été si banale, si insignifiante, si totalement imprévue face au poids qu'elle allait finalement porter. Il expira lentement. Il ouvrit la portière de la voiture. L'air extérieur était froid et pur, et embaumait la terre humide et l'herbe de la nuit. Ses chaussures s'enfoncèrent dans le chemin de terre. Il s'approcha du portail et le poussa. Celui-ci s'ouvrit avec un petit grincement de bois, puis il se dirigea vers la porte. Le chemin était court. Il lui sembla pourtant faire la plus longue marche de sa vie. Il leva la main. Il frappa. 3 fois, fermement. Comme il frappait à n'importe quelle porte, ni agressif, ni timide. Juste présent. Juste je suis là et je ne vais pas faire semblant du contraire. Silence. Il attendit. Un mouvement intérieur, cette immobilité particulière qui survient lorsqu'on interrompt ses activités et qu'on se tait profondément parce qu'on a entendu quelque chose dehors. Une immobilité qui n'est pas le néant. Le genre de choses qui ont une forme et une intention. Il frappa de nouveau. Personne ici ne cherche les ennuis, dit-il. Sa voix était posée. Calme. Dirigée vers la porte comme s'il s'agissait d'une personne. J'ai juste besoin de voir ton visage. Encore du silence. Et puis, la porte s'ouvrit. Pas complètement. Juste entr'ouverte. Juste assez pour qu'un rayon de lumière jaune et chaude éclaire le chemin obscur. Juste assez pour qu'un œil sombre, prudent et apeuré, se pose sur l'homme qui se tenait de l'autre côté. Et Jude Nelson regarda par cette fente dans la porte. Et le monde s'arrêta et recommença simultanément. Parce que c'était elle. Il avait essayé de s'y préparer. Dans la voiture, pendant 4 heures de route sombre, sous la pluie et dans le silence, il avait essayé de se construire un raisonnement rationnel. Tu la verras, et elle aura l'air un peu différente, peut-être plus âgée, probablement plus mince, et tu ressentiras quelque chose d'immense, mais tu y arriveras, car tu y arrives toujours. Il s'était vraiment efforcé de se préparer. Il ne s'était pas suffisamment préparé. Elle avait maigri. Elle s'était coupé les cheveux, cette longue et magnifique chevelure qui lui tombait sur les épaules lorsqu'elle penchait la tête pour argumenter, avait disparu, remplacée par quelque chose de plus court, de plus pratique, le genre de coupe qui dit « Je ne veux pas qu'on me remarque ». Il y avait sur son visage des choses qui n'y étaient pas auparavant, des choses que 2 années de peur, de solitude et de perte grave si profondément qu'aucune paire de lunettes de soleil ne peut les dissimuler. Mais c'était elle. Ses yeux. Sa bouche. La façon particulière dont elle tenait son menton quand elle avait peur mais refusait de le montrer. Elle. L'œil visible à travers l'entrebâillement de la porte le fixait. Et en l'espace d'une seconde à peine, il vit la scène se produire. La reconnaissance, la submergeant comme une vague, puis, aussitôt après, quelque chose qui lui brisa le cœur en 2. La terreur. Elle était terrifiée de le voir. Ni surprise, ni soulagée. Ce n'étaient pas les retrouvailles émouvantes que son cœur avait silencieusement répétées pendant 4 heures. Terrifiée. La porte claqua. Pas lentement. Pas doucement. Fort. Le bruit résonna contre sa poitrine. Pendant une fraction de seconde, Jude resta immobile. La porte close devant lui. Le bracelet dans sa main. Le bruit de sa respiration de l'autre côté, rapide, effrayé, réel. Puis il posa la main sur la porte. « Rebecca » dit-il. « Rien. Rebecca, je ne pars pas. » Un son, un demi-mot, arraché. Comme si elle avait commencé à parler et s'était interrompue. « C'est toi qui as envoyé la fille, » dit Jude. « Tu as envoyé Sophia avec le bracelet. Tu voulais que je te retrouve. Et je suis là. J'ai conduit 4 heures sous la pluie, et me voilà devant votre porte, et je ne partirai pas. » Un silence. Alors, soit vous ouvrez cette porte, soit je reste là pour toujours. Et tu sais que je le ferai. Tu me connais. Silence. Il resta si longtemps qu'il crut que ça n'avait pas marché. Il resta si longtemps qu'il commença à calculer s'il était possible d'ouvrir physiquement une porte verrouillée de l'intérieur sans abîmer le mur. Et puis il l'entendit. Un verrou qui coulisse. Un loquet qui se soulève. La porte s'ouvre. Elle se tenait à 1 mètre de la porte, comme si sa proximité représentait un danger physique. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, non par défi, mais par protection, comme lorsqu'on se tient debout en essayant de se contenir par la seule force de sa posture. Elle tremblait. Pas légèrement. Visiblement. Ses mains, ses épaules,
la légère instabilité de sa respiration. Ses yeux, fixés sur lui à moins d'1 mètre de distance dans cette petite pièce chaleureuse. Ses yeux qu'il avait scrutés des milliers de fois, des yeux qu'il avait scrutés comme d'autres scrutent les frontières, étaient humides de larmes qu'elle s'efforçait, au prix d'un effort surhumain, de retenir. Elle ressemblait à une femme au bord du précipice, face à un choix qui pouvait la sauver ou la détruire, sans savoir encore lequel des deux. Jude franchit la porte. Il la regarda. Il la regarda simplement. Il ne parla pas immédiatement. Il avait appris, très tôt dans sa vie avec elle, qu'il y avait des moments qui exigeaient de la patience plutôt que des mots. Et ce moment, qui s'était préparé pendant 2 ans à son insu, en était un. Elle prit la parole la première. « Tu ne devrais pas être ici. » Sa voix était à peine plus qu'un murmure. La voix était raillée, comme elle l'est à force d'être serrée. « Tu dois partir. Immédiatement. S'il te voit ici, dis-le-moi, » dit-il. Jude. Rebecca. Son nom, prononcé sans qu'il puisse le contrôler, sortit plus brutalement qu'il ne l'aurait voulu, chargé de 2 années de roses blanches, de nuits vides et de moments passés à genoux sous la pluie à parler au marbre. Dis-moi. Tout. Maintenant. Absolument tout. Elle le regarda. Ses bras se resserrèrent sur sa poitrine. Et elle prononça les 6 mots qui le détruisirent et le sauvèrent en même temps. Je l'ai fait pour te sauver. Le silence régnait dans la pièce. Jude contemplait le visage de sa femme, vivante, respirant, à 1 mètre de lui, et il sentit quelque chose se transformer au plus profond de lui-même. Quelque chose de tectonique. Quelque chose qui était resté figé pendant 2 ans et qui commençait, très lentement, à bouger. Sauvez-moi, répéta-t-il. Oui. De quoi? Elle ouvrit la bouche. Elle la referma. Elle le regarda comme une femme qui porte un fardeau si lourd depuis si longtemps qu'elle ne se souvient même plus de ce que c'était que de le porter avant, et à qui l'on demande maintenant de le déposer, et qui est terrifiée à l'idée de ce qui se passera alors. Rebecca, dit-il doucement. Parle-moi. Comme toujours. Parle-moi, tout simplement. Elle baissa les yeux sur ses mains. Elle prit une longue inspiration tremblante. Environ 3 mois auparavant, avant le yacht, commença-t-elle d'une voix basse et prudente, comme quelqu'un qui marche très lentement sur la glace, je travaillais sur une enquête. Tu te souviens que je menais des recherches privées sur le blanchiment d'argent en entreprise? Pas pour le journal, juste pour moi. Parce que j'avais remarqué des schémas récurrents dans les affaires que je traitais depuis des années et j'avais un mauvais pressentiment. Jude n'a rien dit. Il était au courant de ses recherches. Elle en avait parlé en passant. Il ignorait ce que cela lui avait coûté. J'ai trouvé quelque chose, dit-elle. Je ne le cherchais pas précisément, c'est lui qui m'a trouvé, comme ça arrive parfois quand on a tiré sur suffisamment de fils. Elle leva les yeux vers lui. Au sein de votre entreprise, quelqu'un a détourné des fonds, des millions de dollars, par le biais d'un réseau complexe de sociétés écrans, de comptes fictifs et de documents frauduleux, une véritable accumulation de traces comptables si compliquées qu'il faudrait 6 experts comptables et une année entière pour la démêler. L'argent allait à des gens liés à des réseaux criminels. Des gens qui ne demandaient pas poliment ce qu'ils voulaient. Elle marqua une pause. Ça durait depuis des années, Jude. Des années. En plein cœur de votre entreprise. Sous ton nom. Sa mâchoire était crispée. Je ne savais pas. Je sais que tu ne le savais pas. C'est pour ça que je ne suis pas venue te voir en premier. Elle l'a dit sans accusation, mais le poids de la décision se lisait sur son visage. Car si tu avais su, tu l'aurais affronté immédiatement. Directement. Comme tu le fais toujours. Tu serais entré dans le bureau de la personne concernée, tu aurais posé les preuves sur la table et tu aurais demandé des explications. Et on t'aurait fait disparaître. Elle déglutit. J'ai donc décidé de rassembler suffisamment de preuves pour les présenter directement aux autorités. Des preuves suffisantes pour que personne ne puisse étouffer l'affaire ni s'en tirer à bon compte. Mais ils ont découvert que vous enquêtiez. Oui. Un souffle. J'ai commencé à recevoir des messages. Anonymes. Juste des avertissements au début. Des petites choses, n'y touchez pas, vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Je les ai ignorés. Puis les avertissements se sont intensifiés. Une photo sur mon téléphone, prise à mon insu, me montrait en train de marcher vers ma voiture. Un message mentionnant ton nom. Sa voix s'est faite plus grave. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement un avertissement. C'était un message sur ce qu'ils étaient prêts à faire pour m'atteindre. Jude restait immobile. J'avais le choix, dit Rebecca. Je pouvais te le dire et te mettre directement en danger,
quoi qu'il fasse ensuite. Ou je pouvais disparaître, complètement, de façon convaincante, et me retirer totalement de la vie publique. Si j'étais mort, il n'y aurait plus de menaces. Plus d'enquêtes. Il serait tranquille. La pression finirait par retomber. Et finalement, elle le regarda. Je trouverais un moyen de faire parvenir les preuves à quelqu'un qui pourrait les utiliser en toute sécurité. Quelqu'un qu'il ne pouvait pas atteindre. Tu aurais pu venir me voir, dit-il. Sa voix sortit plus bas qu'il ne l'avait voulu. J'essayais de te garder en vie. Je ne veux jamais te perdre. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle l'a retenu, l'a gardé. J'essayais. Tu m'as laissé t'enterrer. Les mots lui sont sortis avant qu'il puisse les organiser et leur donner une forme mesurée. Tu m'as laissé me tenir au-dessus d'un cercueil vide, prononcer un discours, et revenir chaque semaine pendant 2 ans, et tu étais vivante. Tu étais vivante, Rebecca, et tu me l'as permis. Il s'arrêta. Il se détourna d'elle. Sa main se porta à sa mâchoire. Il resta là un instant, le dos tourné vers elle, fixant le mur simple de cette maison modeste où sa femme s'était cachée pendant 2 ans, tandis qu'il déposait des roses blanches sur la pierre. La pièce était silencieuse. Il pouvait entendre sa respiration. Je sais, dit-elle derrière lui. Tout petit. Tout cassé. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que ça t'a coûté. J'y ai pensé tous les jours pendant 2 ans. Sans exception. Un silence. Un long silence. J'ai pensé à revenir une centaine de fois. J'ai écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées. J'ai composé votre numéro une fois, mais j'ai raccroché avant même que ça sonne, tellement j'étais terrifiée à l'idée qu'entendre votre voix me fasse perdre assez de force pour revenir avant que ce soit sans danger, et il l'aurait fait. Elle s'est arrêtée. Car à ce moment précis, ils l'ont tous les deux entendu. Dehors. Sur le chemin de terre. On entendit le bruit d'un moteur. Pas celui de la voiture dans laquelle Jude était arrivé. La voiture de Jude était garée plus loin, sur l'allée. Ce son était plus proche. Plus lent. Il se déplaçait sans phare, comme le font les véhicules qui arrivent sans être vus. Rebecca devint livide. Toute trace de couleur disparut instantanément de son visage, comme si on l'avait effacé. Non, murmura-t-elle. Juste ce mot. À peine audible. Jude se retournait déjà. Combien de sorties ? Demanda-t-il. La porte de derrière, par la cuisine. Sophia, dit-il aussitôt en se dirigeant vers l'avant, son téléphone à la main. Elle est encore là-dedans. Qui ? Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. Jude, qui as-tu amené avec toi ? Une fille. C'est elle qui m'a trouvé. Elle est dans la voiture, elle y sera. Faites-la monter, dit Rebecca, et sa voix avait changé. La douleur contenue dans ses explications et 2 années d'émotion s'étaient condensées en une force tranchante et fonctionnelle. La voix de quelqu'un qui avait longtemps vécu dans la peur et qui, par nécessité, avait appris à la maîtriser. Maintenant. Faites-la entrer et verrouillez la voiture. Jude était déjà sorti. Il traversa rapidement le chemin sombre, sortant son téléphone pour faire signe au chauffeur. C'est alors qu'il les vit. La voiture noire s'était arrêtée une centaine de mètres plus haut. Ses portières s'ouvraient, non pas une, ni 2, il compta 4 silhouettes qui en sortaient dans l'obscurité, se déplaçant avec l'efficacité calme et délibérée d'hommes habitués à ce genre de manœuvre et qui ne craignaient pas d'être arrêtés. Son chauffeur les avait vus. La lumière intérieure de la voiture était éteinte. Bien joué. Jude atteignit la voiture en 8 grandes enjambées, ouvrit la portière arrière et dit « Sophia ». À l'intérieur de la maison. Maintenant. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, elle se réveilla en un instant, sans la moindre hésitation, comme si une partie d'elle n'avait jamais complètement perdu conscience. Elle observa les formes dans l'obscurité. Elle sortit de la voiture sans hésiter. Ils remontèrent le chemin. Ils entrèrent dans la maison. La porte se referma derrière eux. Jude verrouilla le verrou et se retourna. Rebecca se tenait au milieu de la petite pièce, immobile, fixant la fenêtre baignée de lumière. La lumière. Elle s'en approcha et l'éteignit. L'obscurité. Dans le noir profond de la pièce, Jude distinguait à peine les formes. Rebecca, immobile. Sophia, plaquée contre le mur près de la porte. Le mobilier simple d'une vie dissimulée dans une maison modeste à la périphérie d'une ville tranquille, où une femme discrète attendait depuis 2 ans que le monde la découvre. Par la fenêtre, dans la faible lueur des étoiles, Jude aperçut des silhouettes remontant l'allée. 4 hommes. Il se dirigea vers le portail. Rebecca, debout dans l'obscurité à ses côtés, si près qu'il pouvait sentir sa chaleur, réelle,
présente, vivante, celle à qui il avait parlé sous la pluie et à travers le marbre pendant 2 ans, tourna la tête vers lui. Et d'une voix si basse qu'elle était presque inaudible. « Je sais qui les a envoyés, » murmura-t-elle. Jude la regarda. « Dis-moi. » Elle jeta un dernier regard aux formes sombres qui franchissaient le portail. « Je le ferai, » dit-elle. « Mais d'abord, nous devons survivre aux 10 prochaines minutes. » Le portail s'ouvrit brusquement. Jude se plaqua contre le mur près de la fenêtre, observant l'approche. Son esprit s'emballait, passant en revue un nombre très limité d'options. Une porte à l'avant, 4 hommes s'en approchent. Une porte à l'arrière. Son chauffeur est dehors, compétent et entraîné, mais non armé, pas équipé pour ce genre de situation. Appeler des renforts prendrait un temps précieux qu'il n'avait pas, la porte de derrière, dit-il doucement. Elle donne sur le champ, murmura Rebecca. Terrain plat, sans abri. Il y aura forcément quelqu'un. Vous en êtes sûr? Ces gens sont très consciencieux. C'est comme ça qu'ils m'ont retrouvé après 18 mois. Ils sont lents, mais minutieux. Il l'a cru. Sophia n'avait pas émis un seul son depuis leur entrée. Elle était adossée au mur, près de la porte, et Jude la regarda. Il ne vit pas de panique, ce qui le surprit, mais une sorte de calme intense et concentré. Comme quelqu'un qui fait des calculs. Elle tenait son téléphone à la main. Pas à l'oreille. Juste dans sa main. Son pouce bouge. Bien, une partie de lui a réagi. Elle a quelqu'un à appeler. Les hommes étaient maintenant devant la porte d'entrée. Jude entendait des pas sur le chemin. Des pas assurés et tranquilles, ceux de gens qui ne cherchaient pas à se faire discrets car ils étaient persuadés que les occupants n'avaient aucune chance de s'échapper. On frappe à la porte. Fort. Pas comme les gens ordinaires. On frappe à la porte, c'est une simple formalité avant d'ouvrir. La voix était égale. Professionnelle. Rebecca laissa échapper un petit son à côté de lui, qu'elle étouffa aussitôt. On sait que tu es à l'intérieur. Nous avons vu la lumière. Jude regarda sa femme. Dans l'obscurité, leurs regards se croisèrent. 2 ans de deuil. 2 ans de rose blanche. 2 ans à parler au marbre sous la pluie. 2 années passées à porter un fardeau si lourd qu'il avait organisé toute sa vie autour de ce poids. Et la voilà. Vivante. Terrifiée. Elle le regardait comme si elle aussi avait du mal à croire qu'il était réel. On a ouvert la porte de derrière, dit Jude à voix basse. Celui ou celle qui se cache derrière la maison ignore que nous sommes au courant. Nous bénéficions de l'effet de surprise pendant 4 secondes environ. Nous l'exploitons. Et ensuite on court. Dans un champ, dans le noir. Je sais. Il lui prit la main. Elle baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis les leva vers son visage. Quelque chose a effleuré mes cheveux. Quelque chose qui aurait pu être, à un autre moment, dans une vie sans homme à l'extérieur, après 2 années de deuil et de portes claquées par la terreur. Quelque chose qui aurait pu, dans un autre monde, être l'ébauche d'un sourire. Tu as toujours eu des projets désastreux, murmura-t-elle. Tu en as toujours eu de meilleurs, répondit-il. Alors, s'il te plaît, fais-en un meilleur maintenant. Elle regarda la porte. La fenêtre. Sophia, adossée au mur. Et puis quelque chose a changé sur son visage. Un changement. Une idée. Cette expression particulière que Jude avait vue traverser son visage lors de centaines de disputes et d'enquêtes, et une fois, mémorablement, au beau milieu d'un dîner de conseil d'administration, lorsqu'elle avait silencieusement élaboré comment démanteler toute la position d'un adversaire avant même l'arrivée du plat principal. Sophia, dit-elle doucement. La jeune fille la regarda. Tu peux appeler quelqu'un? Demanda Sophia en brandissant son téléphone. J'ai déjà envoyé le message, répondit-elle. Rebecca cligna des yeux. À qui? À mon père, répondit simplement Sophia. Il saura quoi faire. Les coups à la porte devinrent plus insistants. Plus de coups. Quelque chose de plus fort. Quelque chose qui fit légèrement trembler le cadre. Quelque chose indiquait que les formalités étaient terminées. Rebecca attira Jude contre elle et lui chuchota à l'oreille. Il y a quelque chose sous la lame du plancher dans la chambre. Une enveloppe brune. Tout ce que j'ai collecté, il y a 2 ans et depuis. Tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai documenté, tout ce que j'ai réussi à reconstituer de mémoire, grâce à un travail minutieux et silencieux mené dans cette maison. Elle recula et le regarda. C'est tout, Jude. C'est tout ce dont tu auras besoin. Quoi qu'il arrive ce soir, cette enveloppe ne restera pas dans cette maison. Il la regarda. Tu travaillais encore, dit-il.
Pas de question. Je n'avais pas le choix, dit-elle. Je ne pouvais pas me cacher. Non. Je sais, dit-il. Ce n'est pas toi. Il le savait. Bien sûr qu'il le savait. La porte d'entrée trembla de nouveau. Une des charnières a grincé. Dans la chambre, a dit Jude. Ils ont bougé. La planche du plancher était la troisième en partant de la gauche, sous le bord du lit. Rebecca la souleva sans hésiter, ses doigts trouvant le rebord dans l'obscurité avec l'aisance de quelqu'un qui avait tellement fouillé cette cachette que ses mains en connaissaient le chemin sans même qu'elle les voie. L'enveloppe était là. Épaisse. Brun. Scellée. Jude le prit et le glissa dans son manteau. Ils revinrent dans la pièce principale. Juste au moment où la porte d'entrée céda. Le bruit du bois qui craque, du verrou qui claque, de la porte qui s'abat violemment contre le mur intérieur, résonna de façon assourdissante dans cette petite maison silencieuse. 3 hommes franchirent la porte. Leur mouvement était rapide et assuré, ils se dispersèrent dans la pièce selon un schéma qui évoquait un entraînement. L'un à gauche, l'autre à droite, le troisième au centre. Le quatrième est resté dehors. À la porte. Évidemment. Jude s'est immédiatement interposé entre Rebecca et lui. Par instinct. Aucune décision n'était nécessaire. L'homme au centre leva une lampe torche, un faisceau lumineux et plat qui balaya la pièce et les trouva tous les trois, adossés au mur du fond, comme figés dans le vide. Il baissa légèrement la lampe. Il observa la scène qui se déroulait devant lui. Le milliardaire, la femme présumée morte, la jeune fille, et il fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. Pas un sourire joyeux. Un sourire froid et forcé, celui de quelqu'un qui a cherché quelque chose pendant très longtemps et qui l'a enfin trouvé à l'endroit précis où il l'attendait, au moment précis où il l'espérait. Il retira ses lunettes de soleil. Et l'homme qui se tenait au milieu du salon de Rebecca, entouré de ses hommes, une lampe torche à la main et ce sourire froid, n'était pas un inconnu. Jude sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pas littéralement. Mais intérieurement, au cœur même de ce lieu où résidait sa certitude sur le monde, le sol bougea d'une manière qui n'avait rien à voir avec la physique, mais tout à voir avec une restructuration complète de la réalité telle qu'il la concevait. Il connaissait le visage de cet homme. Il le connaissait comme il connaissait son propre reflet. Mieux, peut-être, car c'était un visage qu'il avait vu dans les salles de réunion, à table, sur la tombe de sa femme et dans le silence de ses pires nuits, lorsque cet homme s'était assis à côté de lui, un verre de whisky à la main, et lui avait dit « Prends ton temps, mon frère. Il n'y a pas d'urgence. Le deuil n'a pas d'horaire. » Il connaissait ce visage. Car cet homme n'était pas son employé. Ce n'était ni un mercenaire ni un ennemi lointain. C'était Thomas Dan. L'homme qui s'était tenu aux côtés de Jude le jour de son mariage avec Rebecca, tenant les alliances. L'homme qui avait été son associé pendant 11 ans. Son plus vieil ami. L'homme qui avait organisé les funérailles. Celui qui avait prononcé un éloge funèbre si poignant que 300 personnes avaient pleuré ouvertement, et qui avait tenu le bras de Jude au bord de la tombe comme une ancre contre le flot du chagrin. Celui qui avait dirigé l'entreprise de Jude pendant 2 ans, alors que Jude avait à peine la force de se nourrir. Thomas Dan. Debout dans la petite maison cachée de Rebecca. Avec des hommes de main. Thomas regarda Jude avec ce sourire froid. « Tu aurais dû rester au cimetière, » dit-il aimablement. Il regarda par-dessus l'épaule de Jude, droit vers Rebecca. « Et toi, » ajouta-t-il, « tu aurais dû mourir. » Le silence était total dans la pièce. Jude ne bougea pas. Il sentait Rebecca derrière lui, percevait l'accélération légère de sa respiration, sentait sa main agripper le dos de son manteau, sans le tirer en arrière, juste en s'accrochant à lui. « Je suis là, tout simplement. Je suis toujours là. » 11 ans. Il connaissait cet homme depuis 11 ans. Il lui avait confié des décisions valant des centaines de millions de dollars. Il lui avait confié la direction d'une entreprise bâtie au cours de toute une vie. Il avait confié des choses à cet homme, dans le chagrin, dans l'obscurité, dans le whisky et le silence des heures de deuil, des choses qu'on ne dit que lorsqu'on croit parler à quelqu'un qui nous aime. Et cet homme s'était tenu devant la tombe de sa femme, sachant qu'elle était vivante. Il avait organisé les funérailles d'une femme qu'il avait tenté de tuer. Il était resté auprès de Jude dans son chagrin, comme un ami, pendant 2 ans, tout en dissimulant le fait qu'il en était la cause. Quelque chose s'est passé chez Jude Nelson à ce moment-là. Pas seulement de la colère. Quelque chose de plus ancien et de plus froid que la colère. Le désespoir précis d'un homme qui a compris, d'un seul coup, toute l'architecture d'une trahison si proche, si constante, si intime, qu'elle était restée invisible.
Il regarda Thomas. Thomas le regarda avec le calme d'un homme persuadé de maîtriser la situation. « Donne-moi l'enveloppe, Jude, dit-il d'un ton égal. Donne-moi l'enveloppe, et nous pourrons discuter de la façon dont tout cela se termine sans que personne ne soit gravement blessé. » Jude ne dit rien. « Tu as toujours été un homme rationnel, » poursuivit Thomas. « C'est ce que j'ai toujours admiré chez toi. Vous ne laissez pas vos émotions l'emporter sur la raison. Alors, réfléchissez logiquement. Nous sommes 4 contre 3, dont une jeune fille et une femme qui vit comme un fantôme depuis 2 ans. Il n'y a aucune possibilité que vous 3 puissiez venir à bout de 4 hommes entraînés. La question est donc simplement de savoir à quoi ressemblera la fin. Et je vous propose une fin où vous sortez d'ici. Vous avez organisé ces funérailles, dit Jude. L'expression de Thomas resta inchangée. Tu m'as tenu le bras près de la tombe, dit Jude. Tu m'as dit de prendre mon temps. Tu as dit que le deuil n'a pas d'horaire. Un bref silence. J'aimais vraiment Rebecca, dit Thomas, et la sincérité absolue dans sa voix rendait la chose encore plus pénible. Ce n'était jamais personnel, Jude. C'était pratique. Elle s'est créée des problèmes. J'ai trouvé la solution. Tu as essayé de la tuer. Elle allait tout détruire. La douceur de sa voix s'estompa. Légèrement. Juste assez pour laisser transparaître ce qui se cachait dessous. 11 années de travail. Une opération qui a brassé des sommes colossales, généré un effet de levier considérable, servi des intérêts bien plus vastes que vous, moi ou votre entreprise, que vous ne pourriez même pas imaginer. Et elle allait tout détruire pour un article. Sa mâchoire se crispa. Une histoire. C'est tout ce que ça représentait pour elle. De quoi publier. De quoi être fière. C'était mal, dit Rebecca derrière Jude. Sa voix était assurée. Et vous saviez que c'était mal. C'est pourquoi vous l'avez construit avec tant de soin. C'est pourquoi les sociétés écrans transitent par 4 pays avant qu'on puisse les remonter jusqu'à elle. Tu as toujours été le plus intelligent de tout, a dit Thomas. C'était toujours ton problème. Il tendit la main. L'enveloppe, Jude. Jude le regarda. À sa main. Aux hommes qui se tenaient de part et d'autre. À l'homme qui, pendant 11 ans, avait été la personne en qui il avait le plus confiance, se tenant dans le salon de sa femme décédée, lui demandant de lui remettre les preuves qui pourraient l'envoyer en prison et protéger l'empire criminel qu'il avait discrètement bâti pendant que Jude enterrait son chagrin sous des roses blanches et du marbre. Il regarda Thomas Dan. Et il ne dit rien. Parce qu'à ce moment précis, le monde extérieur explosait de lumière. Chaque fenêtre brillait d'un blanc éclatant. Puissante, ciblée, la lumière caractéristique des véhicules qui arrivaient en nombre, pressés, et bien décidés à ne pas passer inaperçus. Et soudain, de toutes parts à la fois, un son parvint, figeant les ouvriers sur place. Des sirènes. Des voix, amplifiées et officielles, déchiraient la nuit comme une fatalité. Et le sourire glacial de Thomas, pour la première fois depuis son entrée, disparut. Un silence particulier s'abat sur une pièce lorsque des personnes influentes réalisent, d'un seul coup, qu'elles ont perdu. Ce n'est pas le silence de la paix. Ce n'est pas le silence du soulagement. C'est le silence d'un souffle retenu. Le silence d'un monde qui avançait dans une direction inexorable, rapide, certaine et irrésistible, et qui venait d'être brutalement stoppé. Tel était le silence qui régnait dans le petit salon de Rebecca. Thomas Dan se tenait là, la main tendue, la demande planant encore comme la fumée d'un feu à peine éteint. La lumière extérieure, crue et implacable, baignait son visage d'une blancheur crue, effaçant toute trace de douceur et ne laissant apparaître sur ce visage que Jude n'avait jamais vu. Exposition. Les lumières étaient partout. Pas seulement 1 ou 2 véhicules. Nombreuses. Leurs faisceaux traversant chaque fenêtre, sillonnant les murs de la pièce, emplissant la petite maison d'une clarté sans ombre, une lumière conçue pour ne laisser aucun répit. Et les voix. Claires. Contrôlées. Officielles. Police armée. Ne bougez pas, sortez les mains visibles. Les hommes de Thomas échangèrent un regard. L'efficacité mécanique, acquise et dangereuse qui leur avait permis de franchir la porte 10 minutes plus tôt était toujours présente, mais elle se réorganisait, effectuant d'autres calculs, aboutissant à des conclusions différentes. Un rapport de force de 3 contre 3 avait été mathématiquement favorable. 3 personnes face à ce qui se trouvait à l'extérieur de ces fenêtres, c'était un tout autre problème. Thomas baissa la main. Il regarda la porte. Très lentement, il regarda Jude. Et pendant un bref instant, un instant fugace, authentique, profondément humain, Jude aperçut une lueur sur le visage de son plus vieil ami.
Pas de la culpabilité. Pas de la honte. Plutôt du chagrin. Comme un homme contemplant une version de sa propre vie qui vient de se terminer irrévocablement. Comme quelqu'un qui aurait passé 11 ans à bâtir quelque chose d'immense et qui le voyait s'effondrer sous la lumière d'une nuit pluvieuse, dans une petite ville inconnue. Cela dura moins d'une seconde. Puis Thomas Dan, qui avait toujours été le meilleur dans chaque pièce où il entrait, reprit ses esprits, rajusta sa veste et se dirigea vers la porte. Ce qui suivit se produisit rapidement, comme c'est souvent le cas pour les choses soigneusement orchestrées une fois le mécanisme enclenché. La porte s'ouvrit. Les officiers armés entrèrent, sans précipitation ni panique, avec la précision délibérée et organisée de personnes briefées, connaissant les lieux, les noms, sachant exactement ce qu'elles étaient venues chercher et qu'elles allaient mener à bien avec la plus grande prudence et minutie. Thomas et ses hommes furent séparés, conduits contre des murs opposés, les mains tendues, la voix calme de part et d'autre, comme le faisaient ceux qui savaient que cette partie était terminée. Jude, au milieu de la pièce, observa la scène. Il vit les poignets de Thomas disparaître derrière son dos. Il entendit le clic des menottes, un bruit qu'il avait déjà entendu dans des films, des blagues de bureau, des reportages sur d'autres personnes. D'autres personnes, toujours d'autres personnes, pas des hommes qu'il connaissait depuis 11 ans, pas ceux qui lui avaient tenu le bras au cimetière. Il resta là, immobile, et sentit ce bruit lui transpercer la poitrine comme une pierre. Il ne détourna pas le regard. Il se devait d'assister à la cérémonie. Il le devait à Rebecca. Il le devait à 2 années de roses blanches, de marbre et de cercueils vides. Il avait tout observé. Et quand Thomas passa devant lui, les mains dans le dos, 2 agents sur les épaules, la confiance qu'il avait usurpée en dirigeant une pièce pendant des années ayant complètement disparu, Thomas tourna la tête. Il regarda Jude. Et Jude se retourna. Aucun mot ne fut échangé. Il n'y avait plus rien à dire que l'instant n'ait déjà exprimé mieux. Thomas franchit la porte. Et il disparut. Puis le silence se fit dans la pièce. Les agents avançaient avec précaution, la voix basse et professionnelle, la machine policière, parfaitement organisée, suivait son cours une fois le chaos maîtrisé et la documentation commencée. Et au milieu de tout cela, Jude se retourna. Rebecca était toujours adossée au mur du fond. Elle n'avait pas bougé d'un pouce. Elle était restée parfaitement immobile, dans la même position qu'au moment où les lumières s'étaient allumées. Le dos droit, les mains le long du corps, le menton levé, elle avait tout observé de ses yeux qui ne laissaient rien passer. Elle tremblait encore légèrement. Les tremblements ne s'étaient pas arrêtés. Jude la regarda. Elle le regarda. Et la pièce, malgré toute l'activité, les voix et les corps en mouvement, lui parut complètement vide, hormis eux deux et les 2 années de distance qui les séparaient, une distance non physique. La distance physique peut se combler en 4 heures de voiture, mais pas l'autre. Ce genre de choses qui s'accumulent silencieusement dans l'espace entre la vie que vous meniez et celle que vous avez dû devenir sans prévenir. Il ne s'est pas approché d'elle immédiatement. Elle non plus. Ils restèrent là, à se regarder, et le poids de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui avait patienté à travers les orages, les roses blanches, les cercueils vides et 1000 nuits passées à se réveiller dans la mauvaise moitié d'un lit trop grand, pesait lourdement entre eux. Un officier supérieur s'approcha de Jude, un bloc-notes à la main. Monsieur Nelson. Il nous faudra une déclaration à un moment donné ce soir. Oui. Il ne quittait pas Rebecca des yeux. Donnez-nous un instant. L'agent aperçut quelque chose dans sa voix et s'est éloigné. Jude a retrouvé Sophia avant de retrouver Rebecca. Elle se tenait près de la porte d'entrée, légèrement à l'écart du mouvement organisé, observant tout de son regard précis, mais trop âgé. Elle avait le dos courbé sous le bras. Elle semblait, d'une certaine manière, totalement impassible face aux événements de la dernière heure. Jude se tenait devant elle. « Ton père » dit-il. Elle hocha la tête. « C'est un policier à la retraite. » Un autre signe de tête. Un petit signe. « Quand tu as envoyé le message. »« Quand je l'ai reconnu » a simplement dit Sophia. « Il y a environ 2 mois. Je ne lui ai rien dit. Elle m'aurait fait promettre de ne mêler personne à ça. » Un léger silence. Elle est passée maître dans l'art de soutirer des promesses qui la protègent, au lieu de se protéger elle-même. Jude observa cette jeune fille de 19 ans, employée d'une boulangerie, qui avait, avec une précision tranquille, tendu le piège qui avait piégé un homme ayant échappé à toute détection pendant des années. « Tu savais qu'il me suivrait jusque-là, » dit-il. « Quand tu es venu au cimetière, tu savais que me trouver les ferait sortir. » Sophia resta silencieuse un instant. « Je le pensais possible, » dit-elle prudemment.
Je n'en étais pas certaine. Mais je me disais que s'ils observaient depuis 2 ans sans que rien ne bouge, alors, la seule chose qui pourrait les faire réagir, c'est que quelqu'un vienne perturber le calme. Elle regarda ses mains. Je suis désolée si cela vous a mis en danger, monsieur. Pensai-je. Ne t'excuse pas, dit Jude. Elle leva les yeux. Tu avais raison, dit-il. Et tu as été courageuse. Puis, il s'arrêta. Les mots lui manquaient pour exprimer tout ce qu'il voulait dire à cette fille. C'était un homme qui travaillait avec le langage des contrats, des chiffres et des phrases soigneusement construites. Et ce moment exigeait quelque chose pour lequel aucun de ces langages ne possédait de vocabulaire. Alors il a simplement dit « merci ». Et Sophia, qui n'avait laissé transparaître ni peur, ni panique, qui n'avait pas flanché un seul instant durant la nuit la plus dangereuse de sa vie, le regarda de ses vieux yeux. Et hocha la tête une fois. Et cela suffit. Rebecca se trouvait dans la petite cuisine. Debout devant le comptoir, les mains à plat, la tête légèrement baissée, elle fixait un point invisible sur le sol. Une posture typique des personnes qui vivent en silence une expérience intérieure intense, qu'elle ne laisserait pas transparaître devant des policiers. Jude s'approcha et se tint à côté d'elle. Il ne la toucha pas. Il resta simplement là. La cuisine était petite. Leur présence à deux signifiait qu'ils étaient proches, pas assez pour se toucher, mais suffisamment pour qu'ils sentent sa chaleur et qu'elle sente la sienne. Dans l'intimité particulière de deux personnes qui se connaissent très bien, parfois, cela suffit à tout exprimer. Un long moment s'écoula. Ils sont en train de l'arrêter, dit Jude d'une voix calme. Je sais. Sa voix était très maîtrisée. L'enveloppe, je l'ai encore. Les agents sont au courant. Tant mieux. Un silence. Est-ce suffisant? Daniel Hawke, mon responsable de la sécurité, enquête de l'intérieur depuis ce soir. Il aura déjà trouvé des choses dans l'entreprise. Avec ce que vous avez documenté. Il marqua une pause. Oui. Je pense que c'est suffisant. Elle expira. Un long et lent souffle, comme si elle l'avait retenu pendant 2 ans, commençait enfin, prudemment, à s'échapper. Bien, répéta-t-elle. Un autre silence. Puis Jude dit, très doucement. Tu dois me regarder, Rebecca. Elle resta immobile un instant de plus. Puis elle se retourna. Et ils se regardèrent dans la petite cuisine de la petite maison où elle se cachait depuis 2 ans, tandis que les radios de la police crépitaient dans la pièce voisine et que la nuit, dehors, laissait peu à peu place à l'éclaircie. Tout ce qu'ils devaient se dire pesait sur l'air comme une tempête. Elle avait l'air épuisée. Pas juste fatiguée ce soir. Épuisée jusqu'aux os. La fatigue profonde et accumulée d'une personne qui, depuis longtemps, vit dans la peur au quotidien, la gère seule et cache à tous le prix de cette gestion. Il connaissait cette fatigue. Il l'avait lui-même éprouvée. Une autre version, la sienne, c'était la lassitude du chagrin, le poids de son absence. Mais la même fatigue fondamentale, celle de porter un fardeau immense sans personne pour le partager. Je te dois plus d'explications que celles que je t'ai données, dit-elle. Tu ne me dois rien ce soir, dit-il. Ce soir, il n'y a pas d'explication. Elle le regarda attentivement. Elle semblait se demander s'il était sincère ou s'il s'agissait d'une de ces paroles généreuses qu'on prononce en temps de crise, sans forcément les tenir une fois la crise passée. Il était sincère. Mais il y avait aussi des choses qu'il ne pouvait pas taire. Je suis. Il commença. Il s'arrêta. Il recommença. Je tiens à ce que tu saches que je comprends pourquoi tu as agi ainsi. J'en comprends la logique. Je comprends que tu essayais de me protéger et que, dans ton esprit, compte tenu de la situation, c'était la chose la plus rationnelle et la plus aimante que tu pouvais imaginer. Il soutint son regard. Je comprends tout cela. Elle hocha légèrement la tête. Et je tiens aussi à ce que tu saches, sa voix changea légèrement, juste assez pour que la différence soit perceptible, que c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue. Elle acquiesça. Et j'ai survécu à bien des choses avant de te rencontrer. La mâchoire de Rebecca se crispa. Ses yeux, déjà humides au coin, se remplirent complètement. Elle ne détourna pas le regard. Je sais, dit-elle. Je venais ici toutes les semaines. Je sais. À peine un murmure. Je t'ai parlé. À travers le marbre. Sous la pluie. Je voulais raconter ma semaine. Je voulais parler des choses qui n'allaient pas. Je voulais parler des sujets sur lesquels vous auriez eu un avis. Sa voix restait assurée. Il s'efforçait de la garder, car s'il laissait échapper le moindre craquement maintenant, dans cette cuisine, avec les policiers dans la pièce d'à côté et la situation encore si fragile,
S'il laissait échapper le moindre craquement maintenant, il n'y aurait aucune issue qui le laisserait debout. Je vous ai parlé pendant 2 ans. Et tu étais là. Oui, dit-elle. Et tu étais vivant. Oui. Et vous saviez où j'étais. Oui. Une larme a coulé. Elle ne l'a pas essuyée. Je savais exactement où tu étais. Chaque semaine. Le même jour. À la même heure. Je le savais parce que tu n'as jamais changé, Jude. Tu es la personne la plus constante que je connaisse, et parfois c'est la plus belle chose que je puisse imaginer, et parfois. Sa voix se brisa complètement. Et parfois, pendant 2 ans, c'était ce qui me brisait le cœur chaque semaine, parce que je savais que tu étais là et que je ne pouvais rien faire. Elle s'arrêta. Elle porta sa main à sa bouche. Jude la regarda. Il sentit sa propre poitrine se contracter de façon complexe et structurelle. Comme si des murs soigneusement entretenus pendant 2 ans se désagrégeaient désormais, silencieusement et irrémédiablement. Je suis tellement désolée, dit-elle en lui caressant la poitrine. Je suis tellement désolée de ce que je t'ai fait subir. Je suis désolée de n'avoir pas trouvé d'autre solution. Je suis désolée que vous protéger vous écoutez si cher. Vraiment. Arrête, dit-il. Elle le regarda. Arrête de t'excuser, dit-il. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je voulais juste que tu le saches. Il la regarda, le visage humide, fatigué, ouvert comme elle ne l'avait pas été depuis des années, la façade de normalité, si soigneusement mise en scène, ayant enfin disparu. Je voulais juste que tu saches que c'était réel. Ce que ça a coûté. Ce que tu m'as fait traverser sans même t'en rendre compte. Elle acquiesça. Je voulais que tu le saches, dit-il. Et maintenant tu le sais. Un silence. Et maintenant, dit-elle. Il la regarda longuement. Il regarda le visage qu'il avait mémorisé tant d'années auparavant, au point qu'il était devenu une seconde nature pour lui, comme son propre cœur. Non pas quelque chose auquel on pense constamment, mais quelque chose dont l'absence serait immédiatement et terriblement ressentie. Il tendit la main. Il posa sa main sur sa joue. Elle ferma les yeux. Maintenant, dit-il doucement, on verra ce qui se passe ensuite. Ce qui suivit, cette nuit-là, fut le déroulement pratique et fastidieux des procédures liées au démantèlement d'un vaste réseau criminel par les forces de l'ordre en pleine nuit dans une petite ville. Des dépositions furent recueillies. L'enveloppe fut réceptionnée avec soin et conformément aux procédures officielles. Thomas Dan et ses hommes furent transportés séparément vers un centre de détention le temps d'établir et de documenter l'ampleur de leurs actes. Des appels furent passés à Daniel Hawke, qui avait entre-temps découvert 3 séries distinctes de faux documents financiers dans les systèmes de l'entreprise et qui, à en juger par sa voix, était porté par l'adrénaline propre à un homme qui, après des années de soupçons, constatait enfin que tout ce qu'il soupçonnait était fondé. Des appels furent également passés à l'équipe juridique de Jude, habituée à être réveillée en pleine nuit pour des affaires urgentes. À un officier supérieur de la brigade financière qui, apparemment, examinait certains aspects de cette affaire sous un angle différent depuis des mois. L'affaire, en fin de compte, était immense. Plus vaste encore que Rebecca ne l'avait imaginé au moment de sa disparition. Les sociétés écrans s'étaient multipliées. Le réseau criminel s'était étendu. L'argent transitant par la société de Jude avait servi à des actes qui, à la lecture du résumé préliminaire du message précipité et quelque peu haletant de Daniel, le laissèrent sans voix un long moment, les mains figées sur son téléphone, le temps qu'il réalise toute l'ampleur de ce qui avait été fait en son nom. Son nom. Son entreprise. Tout ce qu'il avait construit. Utilisé, à son insu, pendant des années comme infrastructure pour des choses qui allaient le faire bouillir de rage pendant très longtemps. Il raccrocha. Il regarda par la fenêtre. Le ciel changeait. L'aube n'était pas encore levée, mais le noir profond de la nuit s'était adouci, laissant place à une obscurité légèrement moins absolue. Cette obscurité particulière qui précède la lumière, celle qui apparaît dans la dernière heure avant que le monde ne se rallume. Rebecca vint s'asseoir à côté de lui. Un des policiers lui avait donné une couverture, un petit geste pratique qui l'avait légèrement surprise. Comme si la bonté humaine était devenue inattendue dans son monde. Elle l'avait enroulé autour de ses épaules tandis qu'elle était assise près de lui sans le toucher, et regardait la même fenêtre. « C'est si grave ?» demanda-t-elle. « Mauvais. » Il a gardé un ton de voix normal. « Mais c'est réparable. » « Comment sais-tu que c'est réparable ? » « Parce que je l'ai déjà construit de toutes pièces, » dit-il simplement. « Quels que soient les dégâts, je connais les fondations. » « Les fondations, c'est moi. » Ils n'ont jamais touché aux fondations. Elle resta silencieuse un instant.
J'ai consigné tout ce que j'ai trouvé pendant mon séjour ici, dit-elle. Pas seulement ce que j'avais avant de disparaître. 2 ans de travail minutieux, à rassembler les morceaux que je pouvais depuis une petite maison avec une connexion internet lente et beaucoup de temps libre. Elle marqua une pause. Il y a des noms dans cette enveloppe que même la police ne connaît probablement pas encore. Des personnes autres que Thomas. Des personnes qui recevaient de l'argent. Des gens qui assuraient la protection. Ça va bien au-delà de son bureau, Jude. Bien au-delà. Il la regarda. Jusqu'où? Assez loin pour que nous devions être très prudents quant aux personnes auxquelles nous faisons confiance à l'avenir. Il assimila cette information. Nous, dit-il. Un silence. Elle le regarda attentivement. J'ai dit nous, a-t-elle dit. Ce n'est pas une question. Je ne recule pas, il constatait simplement que le mot avait été employé. Que ce mot lui était apparemment sorti de la bouche sans qu'elle ait consciemment décidé de l'utiliser. Vous l'avez fait, a-t-il dit. Nouvelle pause. Dehors, un véhicule démarre. Une voiture de police s'éloigne, amorçant le retour du monde à une apparence de normalité, même si rien, ce soir-là, ne semblait normal. Je veux rentrer à la maison, dit-elle. Sa voix était faible. Presque trop faible. Comme si elle les prononçait avec précaution, comme on manipule quelque chose de fragile, car les prononcer étaient fragiles. Car il y avait 1000 façons de les rater. Car 2 ans avaient passé, le monde avait changé, elle avait changé, il avait changé, et elle ne savait pas, ne pouvait savoir sans demander, ce que le foyer représentait encore pour chacun d'eux. Jude se tourna vers elle. Elle fixait ses mains. Je sais que les choses ont changé, dit-elle à ses mains. Je sais que ce que j'ai fait, même si c'était pour te protéger, a laissé des traces. Je sais que la confiance ne se retrouve pas comme par magie après 2 ans. Je sais tout ça. Elle leva les yeux. Mais je veux rentrer chez moi. Et j'ai besoin de savoir s'il y a encore une maison où revenir. Le silence régnait dans la pièce. Jude regarda sa femme. La femme qui était entrée dans une pièce remplie de gens importants et avait dit à un homme puissant qu'il avait l'air de s'ennuyer. À la femme qui s'était agenouillée sur la route pour nettoyer le genou d'un petit garçon sans hésiter. À la femme qui avait découvert quelque chose de dangereux et d'énorme et qui, au lieu de s'en éloigner, s'en était approchée, non par imprudence, mais par la conviction profonde, obstinée et inébranlable qu'il fallait faire ce qui était juste, même au prix de tout. À la femme qui en avait payé le prix. Pendant 2 ans. Seule. Pour le protéger. Cela n'a jamais été question, dit-il. Elle le regarda. Il y a toujours eu une maison, dit-il. Le bâtiment était là. Les pièces étaient là. Vos livres sont toujours sur les étagères. Votre chaise est toujours dans la cuisine. Sa voix était posée, calme et parfaitement sérieuse. Je n'ai rien changé. Je me disais que c'était par manque d'énergie. Mais je crois, il marqua une pause, je crois que je le savais. Je crois qu'une petite voix en moi, que je n'écoutais pas depuis 2 ans, me disait sans cesse. Ne change rien pour l'instant. Pas encore. Attends. Elle retint son souffle. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, a-t-il poursuivi. Je pense que nous avons beaucoup de conversations franches à avoir. Il y a des choses que je dois dire et des choses que tu dois dire, et aucun de nous deux ne sera à l'aise pour tout dire. Il la regarda droit dans les yeux. Mais je te choisis toujours, Rebecca. Malgré tout. Je te choisis encore. Les larmes, si soigneusement, si péniblement contenues durant toute cette longue et difficile nuit, finirent par céder. Elles ne coulèrent pas de façon spectaculaire. Ils tombèrent silencieusement. Comme Rebecca faisait la plupart des choses importantes, sans annonce, sans mise en scène, simplement, de façon réelle, immédiate et totalement honnête. Elle se pencha en avant. Elle posa son front contre son épaule. Il passa son bras autour d'elle. Et ils restèrent assis là, dans la petite cuisine de la petite maison, dans l'obscurité avant l'aube, tandis que les derniers crépitements des radios de la police résonnaient dans la pièce voisine et que la nuit, dehors, laissait peu à peu place à une lumière plus claire. Et ils ont respiré. Simplement respiré. Ensemble. Pour la première fois en 2 ans, Sophia les trouva ainsi lorsqu'elle vint leur dire au revoir. Elle resta un instant sur le seuil de la cuisine, puis elle émit un petit son, pas fort, juste assez, et ils levèrent les yeux. Elle portait son sac sur l'épaule. Un des policiers lui avait proposé de la raccompagner chez elle, a-t-elle raconté. Son père l'attendait. Jude se leva. Il regarda cette jeune fille, cette fille de 19 ans, pieds nus, vendeuse de pain, qui avait bouleversé sa vie en 5 mots dans un cimetière pluvieux. Il la contempla longuement.
Tu as un rendez-vous demain, dit-il. Sophia cligna des yeux. Monsieur. Travailler. Le marché. Quelqu'un vous attend. Oui, moi. J'ouvre à 7 heures. Après ça, dit-il. Es-tu libre après ça? Elle fronça légèrement les sourcils. Ne comprenant pas, je veux te parler, dit-il. À propos de votre avenir. À propos de ce que vous voulez faire de votre vie. À propos de savoir si vous comptez rester dans ce petit commerce. Sophia l'observa attentivement. Je veux étudier le droit, dit-elle doucement. Comme quelque chose qu'elle n'avait pas confié à voix haute à beaucoup de gens. Il acquiesça. Alors nous en parlerons, dit-il. Une expression traversa son visage, ni tout à fait de la surprise, ni tout à fait du soulagement, quelque chose d'indéfinissable. L'expression particulière de quelqu'un qui désire quelque chose depuis longtemps et qui a pris soin de ne pas le manifester trop fort, de peur que cela ne rende la déception encore plus douloureuse. Vous ne me devez rien, monsieur, dit-elle. Non, acquiesça-t-il. Je ne vous dois rien. Il la regarda avec cette franchise que sa femme avait un jour qualifiée de sa qualité la plus utile et la plus terrifiante. Je le veux. Il y a une différence. Sophia le regarda. Puis elle jeta un bref coup d'œil par-dessus son épaule à Rebecca. Celle-ci, depuis le comptoir de la cuisine, lui fit un léger signe de tête. Sophia se retourna vers Jude. Après 7 heures, dit-elle. Il hocha la tête. Elle se dirigea vers la porte. Et elle s'arrêta. Elle se retourna une dernière fois et les regarda tous les deux. Ce milliardaire au manteau coûteux et boueux et cette femme enveloppée dans une couverture de police, les joues encore humides de larmes. Puis elle dit, « Je suis heureuse que vous vous soyez retrouvés. » Puis elle franchit la porte. Et disparut. L'aube arriva comme toujours, non pas en fanfare, mais par accumulation. L'obscurité à l'extérieur des fenêtres s'estompait peu à peu, jusqu'à laisser place au gris bleu d'un monde qui s'éveille, du retour de la lumière, de la nuit qui se retire enfin. Le dernier agent est parti. Des rendez-vous de suivi étaient prévus. Une déclaration officielle était requise dans un lieu approprié, pas ce soir, mais prochainement. Un travail juridique et procédural considérable attendait les autorités. Jude le savait, il avait déjà géré suffisamment de situations complexes et importantes pour comprendre les rouages de ce qui s'ensuivait. Mais pour l'instant présent, juste pour cet instant précis, fragile et immense, la maison était silencieuse. Jude se tenait à la petite fenêtre et regardait la lumière entrer. Rebecca se tenait à côté de lui. Leurs épaules se frôlaient. Aucun des deux n'est parti. Je ne veux pas y retourner aujourd'hui, a-t-elle dit. Je sais qu'on n'a pas le choix. Je sais qu'il y a beaucoup à faire. Mais j'ai besoin. Elle marqua une pause. J'ai besoin d'une journée. J'ai besoin d'une journée où je pourrai simplement être dans un endroit sûr, sans avoir à prendre la moindre décision. On prendra une journée, dit Jude. L'entreprise. Daniel est là. Il gère ça depuis plus longtemps qu'il ne le croit. Le côté juridique. Il y a 27 avocats sous contrat qui attendent quelque chose d'intéressant à faire. Elle le regarda du coin de l'œil. Un mouvement traversa son visage. Pas encore un sourire, pas encore. Pas complètement. Mais il y a ce qui précède le sourire, face à quelqu'un qui réapprend que sourire est permis. Tu n'as pas changé, dit-elle. Tu disais que j'étais constante. J'ai répondu que parfois c'était la plus belle chose que je pouvais imaginer. Et les autres fois? Elle regarda par la fenêtre. La lumière qui entrait. Et les autres fois, dit-elle doucement, c'est ce qui me donnait la force de continuer. Savoir que tu étais immuable. Savoir que la symétrie était la même chaque semaine. Savoir que tu restais toi-même, même quand tout le reste avait changé. Elle expira. Ça paraît étrange, de dire que savoir qu'on était en deuil était un réconfort. Mais cela signifiait que j'étais toujours là, dit-il. Oui. J'attendais toujours. Sans même savoir que tu attendais. Lui aussi regarda par la fenêtre. À la lumière. Au ciel, lentement, obstinément, s'obstinant à faire le deuil malgré tout ce qui s'était passé dans l'obscurité. J'allais toujours être là, dit-il. Elle glissa sa main dans la sienne. Ils se tinrent à la fenêtre. La lumière apparut. Mais voilà ce qui s'est passé ce matin-là, ce qu'aucun d'eux n'a dit à voix haute, car certaines vérités sont trop lourdes à porter dès le premier jour et nécessitent du temps et de l'espace avant de pouvoir être acceptées sereinement. Les retrouvailles étaient réelles. L'amour était réel. Le choix de Jude, dans cette petite maison, dans la cuisine, de dire « je te choisis encore », était sincère et profond.
Mais le véritable amour, le vrai, celui que Rebecca avait un jour décrit comme de l'insouciance envers quelqu'un qui vous voit, cet amour-là ne survit pas à 2 ans de séparation, de secrets, de chagrin et de rupture radicale sans qu'une simple nuit de révélation ne suffise à le reconstruire. Il y avait entre des choses qui nécessitaient plus qu'une nuit pluvieuse pour être réglées. Le secret qu'elle avait gardé. Le choix qu'elle avait fait seule. Les disputes qu'il n'avait pas pu avoir, car elle avait disparu avant qu'il ne puisse les avoir. Les nuits qu'il avait passées près de cette pierre de marbre. Et le fait qu'elle savait précisément lesquelles, et qu'elle avait choisi, encore et encore, de ne pas venir le voir. Il y avait des choses sincères, qu'il fallait dire au grand jour. Cela exigerait toute cette honnêteté obstinée, directe et difficile qui les avait rendus extraordinaires ensemble, et qui, parfois aussi, les avait rendus extraordinairement durs l'un envers l'autre. Cela exigerait de deux qu'ils soient pleinement, vulnérables et inconfortablement eux-mêmes, sans la carapace que 2 années de survie leur avaient forgée. Il y avait du travail à faire. Du vrai travail. De celles qui n'ont ni raccourci ni substitut. Jude le savait. Rebecca le savait. Ils se tenaient la main à la fenêtre, observant la lumière du jour. Ils le savaient tous les deux, sans le dire, pas encore, car le jour se levait et la nuit avait été interminable. Certaines choses peuvent attendre le temps qu'il faut avant d'être abordées. Ce qui comptait, à cet instant précis, c'était ceci, elle était vivante. Il était là. L'ennemi avait disparu. Et la lumière arrivait. 3 mois plus tard, Thomas se retrouva dans une salle d'audience. Jude était absent. Il avait choisi de ne pas y assister. Non par indifférence, il n'éprouvait rien de tel en pensant à Thomas. Ce qu'il ressentait était plus complexe et plus intime que tout ce qu'une salle d'audience pouvait contenir. Il avait fait sa déposition. Il avait tout remis. Il avait fait ce qu'il fallait. Mais assister à la condamnation de son plus vieil ami dans une salle publique remplie de caméras n'était pas quelque chose dont il avait besoin pour faire son deuil. Il avait déjà trouvé la paix, non pas dans ce tribunal, non pas dans la sentence, mais dans une cuisine à l'aube, sous une couverture de police, le front d'une femme contre son épaule, face à ce fait simple, impossible, immense de sa respiration. Il a pris le verdict par Daniel. Thomas fut condamné à 12 ans. Les autres, le réseau plus étendu, les personnes dont Rebecca avait noté les noms dans l'enveloppe, les architectes financiers et les complices politiques dont les noms avaient provoqué un véritable choc dans plusieurs bureaux lorsqu'ils avaient été rendus publics, étaient à différents stades d'enquête et de poursuite, un processus qui prendrait des années à se résoudre complètement et qui, périodiquement, donnerait lieu à des gros titres que Jude lisait avec un sentiment particulier. Complexe qu'il ne parvenait pas à décrire. L'argent, les millions qui avaient transité par le nom de sa société, qui avaient servi à des choses qu'il ne pouvait évoquer sans serrer les dents, furent récupérés au fil du temps. Pas en totalité. Ça suffit. Les autorités ont fait leur travail. Les avocats ont fait leur travail. Daniel travaillait. Et Jude aussi. La reconstruction de l'entreprise était la chose professionnelle la plus difficile qu'il ait jamais faite. Non pas à cause de l'ampleur des dégâts, il avait déjà reconstruit dans des situations difficiles, avec moins de ressources et d'expérience, mais parce que cette fois, il devait faire quelque chose d'inédit, s'ouvrir aux autres. Il se devait d'être transparent. Pas seulement d'une manière stratégique, ni de cette ouverture calculée et manipulée d'un PDG qui sélectionne soigneusement ce que ses parties prenantes savent. Mais d'une transparence authentique et sincère. Voilà ce qui s'est passé, où nous en sommes et ce que j'ignore encore. La première réunion du conseil d'administration après que toute l'affaire ait été rendue publique fut la plus difficile. Il se tenait dans cette salle, sous le regard de 22 personnes, certaines le connaissant depuis des années, d'autres, nouvelles recrues arrivées lors de la restructuration. Tous étaient assis, attentifs comme des gens cherchant à déterminer si l'on pouvait encore lui faire confiance. Et il a dit toute la vérité. La brèche, son ampleur, les dégâts, son propre aveuglement face à celle-ci, les 2 années durant lesquelles il avait vécu dans le deuil tandis qu'une personne de confiance démantelait tout de l'intérieur. Il n'a pas feint une confiance qu'il ne ressentait pas. Il n'a ni minimisé ni manipulé le récit. Il a simplement dit la vérité, clairement et complètement. Puis il leur a expliqué ce qu'il comptait faire, et ensuite il s'est assis et a attendu. La veille au soir, Rebecca lui avait demandé s'il était nerveux. Non, avait-il répondu. Elle avait haussé un sourcil. Oui, avait-il répondu. Elle avait souri. La vraie. Celle qui revenait peu à peu, mois après mois, non pas d'un coup, mais par petites touches, sa confiance en l'humanité, son rire spontané, la normalité artificielle qui,
jour après jour, laissait place à une vraie normalité. Ce sourire qui avait tout valu, qui valait encore tout, ce sourire qu'il surprenait parfois à l'autre bout d'une pièce ou le matin avant qu'elle ne soit complètement réveillée, et qu'il ressentait, à chaque fois, comme la première fois. Dis-leur la vérité, avait-elle dit. Rien que ça. Toute la vérité. Cela sonne toujours plus comme une marque de force que n'importe quel autre argument. Il avait emporté cet argument avec lui en salle de réunion. Et ça avait fonctionné. La reconstruction a pris du temps. Tout ce qui est concret prend du temps. Il a fallu des semaines de démarches juridiques complexes, d'opérations de restructuration et de reconstruction des systèmes avec une meilleure supervision et une meilleure protection. Il y eut des mois de travail acharné pour rétablir la confiance avec les partenaires, les investisseurs, le public et les employés de l'entreprise, choqués et désorientés, qui méritaient des réponses honnêtes. Il y eut aussi des semaines de reconstruction d'un autre ordre, la reconstruction en coulisses. Le genre de choses qui se passaient lors de ces matins tranquilles, dans une cuisine où les livres d'une femme avaient retrouvé leur place et où sa chaise était à son emplacement habituel. Le genre de conversations franches, parfois difficiles, qui dégénéraient en disputes, et parfois même en ces disputes si particulières qu'on n'en rencontre qu'entre deux personnes qui se connaissent suffisamment bien pour aller droit au but, sans s'attarder sur les apparences. Le genre de choses qui se passèrent un soir, environ 6 semaines après son retour, lorsque Jude la trouva assise dans le salon, les mains sur les genoux, le visage impassible, et qu'il sut, après 11 ans à la connaître, qu'un grand bouleversement s'opérait en elle. Il s'assit. Il attendit. « J'ai quelque chose à te dire et j'ai besoin que tu me laisses tout dire avant de répondre, » dit-elle. « Très bien. » Elle regarda ses mains. « J'ai pris une décision qui nous affecte toutes les deux sans te consulter, » dit-elle. « Je me suis dit que c'était pour te protéger. Et c'était le cas, j'en suis convaincue, je maintiens que je prendrais la même décision si j'étais dans la même situation, avec les mêmes informations. » Mais elle prit une inspiration. « Mais j'ai pris cette décision seule. J'ai estimé que mon évaluation du danger primait sur votre droit à l'information. J'ai décidé que ce que je jugeais le mieux pour vous primait sur ce que vous auriez pu décider vous-même. » Elle leva les yeux. « Et ça, cette partie-là, ce n'était pas uniquement pour te protéger. C'était aussi parce que je ne te faisais pas assez confiance. Ne pas croire que tu saurais gérer la situation sans faire quelque chose qui te mettrait encore plus en danger. Ne pas croire que tu ferais le même choix que moi. » Elle soutint son regard. « Et vous méritez mieux que ça. Vous méritez qu'on vous le demande. » La pièce était très calme. Jude la regarda. « J'y ai réfléchi, » dit-il. « J'y ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que j'aurais fait si tu étais venu me voir? Et j'aurais mal géré la situation, avoua-t-il honnêtement. J'aurais abordé le problème trop directement, trop vite. J'aurais voulu entrer dans le bureau de Thomas. Je t'aurais mis encore plus en danger avant de réaliser à quel point j'étais déjà en danger. » Un silence. « Tu me connaissais assez bien pour le savoir. » « Oui. Mais cela ne veut pas dire. » « Je sais, » dit-elle. « Je sais. Le fait de te connaître suffisamment bien pour prédire ce que tu vas faire ne te donne pas le droit de décider à ta place. » Il resta silencieux un instant. « Non, » dit-il. « Ce n'est pas le cas. » Elle hocha la tête. Il la regarda. « Mais je sais aussi pourquoi tu as fait ça, » dit-il. « Ce n'est pas la logique qui compte. Je sais pourquoi. Parce que c'est comme ça qu'on aime les gens. Tu encaisses les coups durs avant qu'ils n'atteignent tes proches. Tu as toujours fait ça. Je t'ai vu faire avec ta mère quand elle était malade. Je t'ai vu faire ça avec tes collègues quand un article a mal tourné et qu'il fallait protéger quelqu'un des conséquences. » Il la regarda fixement. « C'est une belle façon d'aimer quelqu'un. Et c'est aussi une façon solitaire d'aimer quelqu'un. » Ses yeux étaient de nouveau humides. « Je sais, » dit-elle. « Vous n'avez pas besoin de faire ça ici, » dit-il. « Avec moi. Vous n'avez jamais eu à faire ça ici. » « Je le sais maintenant, » dit-elle. « Je crois que je le savais déjà à l'époque. Je ne savais simplement pas comment m'y fier au moment crucial. » Il la regarda. Elle le regarda. « On va s'en sortir, » dit-il. Non pas comme une question. Non pas pour rassurer. Comme un constat, à l'instar de tous les faits dont il était certain. Elle prit une lente inspiration. « Oui, » dit-elle. « Ce ne sera pas rapide. »« Non. Mais tout ira bien. »« Oui, » répéta-t-elle. Et cette fois, calmement, fermement et avec certitude, « Oui. Nous le sommes. » Et les mois passèrent. Les saisons se succédèrent comme toujours, indifférentes aux drames humains, le monde poursuivant sa rotation à travers la lumière et l'obscurité. Le procès s'acheva.
Les sentences furent prononcées. L'entreprise fut reconstruite, et même plus solide, du moins sur certains points, car les dégâts avaient contraint Jude à examiner chaque fondation, et certaines s'avéraient meilleures que les précédentes. Rebecca reprit son travail, non pas au journal, pas tout de suite. Elle se mit à écrire. Long, détaillé et fruit de recherches exhaustives, un document publié un an plus tard, portant son nom, décrivait en détail l'architecture complète du réseau criminel. Sociétés écrans, flux financiers, complices protégés et années d'activité. Ce document fut lu par les décideurs. Cela a entraîné des investigations supplémentaires dans des domaines jusque-là inexplorés. La situation a changé. Elle s'y attendait. Elle l'avait élaborée, pièce par pièce, pendant 2 ans dans une petite maison à la périphérie d'une ville tranquille. Jude en avait lu chaque mot. Il lui avait dit que c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais écrite. Elle lui a dit que c'était un critère absurdement élevé. Il lui a répondu qu'elle l'avait atteint. Elle lui a dit d'arrêter d'être aussi sûre de lui. Il lui a dit qu'il allait s'en occuper. Elle a ri. Le vrai. Claire, authentique, soudaine et éclatante. Il l'a saisie. Il l'a gardée. Mais tout cela, tous les verdicts, la reconstruction, les conversations difficiles, les sourires qui reviennent, les livres sur les étagères, la chaise dans la cuisine. Tout cela, ce sont les conséquences. Tout cela, c'est la montagne vue de l'autre côté de l'ascension. Avant que tout cela ne soit possible. Avant le tribunal, avant la reconstruction, avant les conversations sincères à 2 heures du matin dans la cuisine, avant le retour du rire. Il y avait un cimetière. Et un après-midi pluvieux. Et une fille pieds nus. Sophia Peters. Elle avait révélé son nom complet à Jude le lendemain matin, dans la pénombre, avant de monter dans la voiture de police, son sac à l'épaule et ses chaussures usées mais propres. Il lui avait fallu un instant pour réaliser que son deuxième prénom était le même que celui de Rebecca. Coïncidence extraordinaire au cours d'une nuit déjà riche en événements. Ou signe particulier que l'univers envoie parfois à ceux qui y prêtent attention. Elle retrouva Jude comme promis. Après 19 heures, attablée dans un petit restaurant près du marché, autour d'une tasse de thé qu'elle avait insisté pour payer, ce qu'il accepta, reconnaissant chez elle la fierté particulière de celle qui a besoin d'être traitée d'égal à égal, ou de ne pas l'être du tout. Il l'interrogea sur ses études de droit. Elle lui raconta tout. Le programme précis qu'elle visait, l'université, la spécialisation sur laquelle elle s'était documentée grâce à des ordinateurs portables empruntés et des forfaits de données mobiles trop gourmands. Elle en parlait comme on parle de choses qu'on désire depuis si longtemps que ce désir fait partie intégrante de notre identité. Avec précaution, précision, la retenue de quelqu'un qui a appris à ne pas exprimer ses désirs trop bruyamment. Il l'écouta attentivement. Puis il lui dit qu'il paierait. Elle a dit non. Il a répondu qu'il s'y attendait et qu'il avait une proposition. Il a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre de charité. Un accord formel. Elle étudierait le droit, grâce à une bourse de sa fondation. En échange, une fois diplômée, elle travaillerait pendant 2 ans au sein de l'équipe juridique de la fondation, traitant des dossiers liés à l'aide aux victimes de crimes financiers, avant de se lancer librement dans la carrière de son choix. Elle le regarda de l'autre côté de la petite table. « Pourquoi 2 ans ?» demanda-t-elle. « Parce que c'est assez long pour que ce soit significatif et assez court pour ne pas être un piège, » répondit-il. Elle y réfléchit avec tout le sérieux que cela méritait. « Et si je suis une piètre avocate ?» se dit-elle. « Tu le es, et tu as passé une nuit à faire quelque chose que la plupart des adultes n'auraient pas eu la présence d'esprit de faire. Vos capacités ne m'inquiètent pas. » Elle regarda son thé. Puis lui. « Très bien, » dit-elle. Il acquiesça. « Il y a encore une chose, » dit-il. Elle a attendu. « Rebecca veut te rencontrer comme il se doit. Pas dans un salon rempli de policiers. » Il marqua une pause. « Elle souhaite vous remercier elle-même. » Elle est. Et il marqua une nouvelle pause, cherchant ses mots. Elle n'est pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de choses. Mais elle en avait besoin. Sophia contempla longuement sa tasse de thé. Elle n'a pas besoin de me remercier, murmura-t-elle. Elle a été gentille avec moi en premier. Une fois, elle a nettoyé le genou d'un garçon, alors que tout le monde passait son chemin. Elle me parlait même quand elle n'y était pas obligée. Elle leva les yeux. Je lui ai simplement rendu l'appareil. Jude regarda cette jeune fille de 19 ans. Il réfléchit au mot « héritage », à sa signification, à la façon dont il se construit, aux diverses manières dont les gens laissent une empreinte sur le monde qui perdure bien au-delà de leurs intentions. Il pensa au fait que Rebecca s'était agenouillée sur la route pour un petit garçon dont elle n'avait pas la charge,
et que la bonté s'était propagée en chaîne, comme le fait la bonté authentique, jusqu'à lui revenir des années plus tard sous les traits d'une jeune femme qui, sous la pluie, pénétra dans un cimetière et changea tout. Et pourtant, dit-il, elle le veut. Sophia resta silencieuse un instant. Puis, dis-lui que j'aimerais bien, dit-elle. L'école est venue plus tard. Des années plus tard. C'était en partie l'idée de Rebecca. Jude avait pensé à quelque chose de similaire, mais n'avait pas trouvé la forme adéquate. C'est elle qui lui a donné cette forme. Une petite école, dans la ville de Sofia, pour les enfants qui n'avaient pas facilement accès à une bonne éducation. Bien équipée. Personnel compétent. Non pas un geste, mais une institution. Le genre de choses bâties pour durer. À l'entrée, une plaque. Pas de marbre. Rien de grandiose. Du simple bois gravé, de celui qui se patine magnifiquement avec le temps, qui paraît plus authentique à mesure qu'il vieillit. La vérité peut se cacher. Mais le courage finit toujours par la trouver. Jude se tenait devant elle le jour de son inauguration, avec Rebecca à ses côtés à Sofia. En 2e année de droit, déjà le genre d'étudiante dont les professeurs parlent à leurs collègues, elle se tenait à quelques pas de là, vêtue d'une robe qu'elle s'était achetée avec sa première bourse et dont elle était visiblement fière. Il y avait un petit groupe de personnes, des élus locaux, parents, enseignants, enfants qui ne savaient pas encore ce qui était écrit sur la plaque, mais qui grandiraient en la voyant chaque jour et en l'absorbant comme les enfants absorbent tout, sans s'en rendre compte, jusqu'au jour où ils en auraient besoin et la trouveraient déjà là. Jude regarda les mots. Il pensa au cimetière, à la pluie, le marbre, les roses blanches, les 5 mots qui avaient figé le monde. Il repensa aux 4 heures de route, aux coups frappés à la porte, au claquement, puis à la porte qui s'ouvrait. Il repensa à la cuisine à l'aube, au bracelet encore dans la poche de son manteau, aux bras autour de son épaule et à sa première vraie respiration depuis 2 ans. Il repensa à Thomas Dan, assis dans une salle d'audience, et à l'instant, dans cette petite maison, où son sourire froid avait disparu. Il repensa à tout cela, à toute la structure d'une histoire qui, vue de l'extérieur, avait ressemblé à une tragédie, mais qui n'en était pas une. Qui, au final, n'était rien d'aussi simple. Rebecca prit sa main dans la sienne. Il la regarda. Elle fixait la plaque avec une expression qu'il connaissait bien. La légère inclinaison de la tête, le sourire à peine esquissé qui signifiait qu'elle pensait à quelque chose de précis et d'important, qu'elle dirait dans un instant ou peut-être jamais, selon que les mots lui sembleraient appropriés ou non. Les mots n'étaient pas toujours le bon moyen d'expression. Parfois, il suffisait de se tenir aux côtés de quelqu'un, dans la lumière. Parfois, cela suffisait. Parfois, c'était tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pas entièrement. Parce que Sophia Peters a obtenu son diplôme de droit, et ce qu'elle a fait avec ce diplôme, les affaires qu'elle a plaidées, et le jour où elle s'est tenue devant un autre tribunal, avec d'autres documents et devant une salle pleine de gens qui attendaient depuis des années quelqu'un d'assez courageux pour porter l'affaire devant elle. C'est une histoire à part entière. Et elle commence comme toutes les grandes histoires. Avec quelqu'un qui n'avait que du courage. Et tout ce que ce courage peut changer lorsqu'il refuse de se taire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder que j'en ai eu à créer. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Dites-nous d'où vous venez en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle